c'est pas mal. Surtout que j'ai une béquille qui est fragile en plus, ça va quoi? Salut, comment tu vas? Yann, enchanté. Nico, enchanté. Nico, Nico. C'est trop bien cet endroit, c'est la deuxième fois que je viens ici. C'était déjà dit, Ouais, mais je m'en remets toujours pas. Comme tu vois, C'est un setup incroyable. C'est sérieux hein? Ah, c'est très sérieux, moi je... Salut à tous, on est très heureux de partager avec vous ce premier épisode de Cars Up Talk avec un invité. Bonjour Yann. Je suis ravi d'être ici, vraiment très content d'être avec toutes ces personnes et toutes ces voitures qui sont... Enfin, il y en a trop pour les citer en fait, c'est juste exceptionnel. Comme d'hab, je suis avec mes trois compères que je ne présenterai bientôt plus. Samuel, bonjour Sam. Bonjour tout le monde. Bonjour Salut Nico. à tous. Et Hervé derrière la caméra. Salut Hervé. Moi aussi c'est Nico, bienvenue chez Cars Up Talk. Donc Yann, je te laisse te présenter en quelques minutes. Yann Delplanque, tu es connu pour ton podcast Dans la boîte à gants. Je pense que tu as tout dit, mais oui, en gros, j'ai créé un podcast qui s'appelle Dans la boîte à gants, effectivement. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans que tu as commencé? Ouais. Par passion à la base, et maintenant c'est devenu mon métier, une entreprise. Et en gros, je rencontre différentes personnes, plus ou moins connues, qui racontent leurs histoires liées à l'auto ou à la moto maintenant, parce qu'il y a aussi les deux. Ok. C'est une excuse en fait, l'auto ou la moto, pour parler de plein d'autres choses. Ouais. Et ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est entendre les histoires, comprendre le rapport qu'ont les personnes avec ces objets, parce que c'est un vecteur d'histoire finalement. Ouais, c'est vraiment l'univers de l'automobile, de ces passionnés, de la moto, comme tu le décris. Tu as eu combien d'invités jusqu'à présent? Avec les hors-séries, je pense 120, quelque chose comme ça. 120. 120. Ouais. Ah oui. Ça devient un costaud. C'est sérieux, effectivement. Et dont Sam, entreprise. son podcast. Dans les pas connus. Moi j'étais dans les pas connus. T'as pas connu? C'était l'épisode Après, numéro combien ça? Je peux pas te dire de mémoire. Franchement, je peux pas Tu me étais souvenir. dans les qui gagnent à être connus. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, c'est flatteur, merci. Mais c'est vrai que t'as eu quelques personnes vraiment connues quoi, dans l'univers automobile. Ouais, et puis il y en a plein qui arrivent là. En fait, l'idée, c'est aussi de maintenant de plus en plus de sortir de l'auto, c'est-à-dire des gens qui sont passionnés, mais qui sont pas forcément dans le milieu à y travailler. Parce que je trouve ça intéressant aussi d'aller chercher plein de milieux différents et de passer on en reparlera sûrement, mais d'un Hervé Poulain, donc une personne avec un historique énorme, plutôt âgé, Oui. d'une personne plutôt jeune, comme Sam par exemple. Je trouve ça cool d'avoir une variété d'histoires et Ouais. pas rester tout le temps dans le même registre, pas que des pilotes, pas que des garagistes, tu vois, vraiment. J'imagine parce que la façon, ces personnages, leur passion pour l'auto ou la moto, et la façon dont ça se relie à l'ensemble de leur univers est très variée en fonction de leur expérience. Exactement, et puis Ouais. tu vas avoir des gens qui vont être passionnés plutôt de technique, qui vont être très bons pour parler vraiment technique, ce qui n'est pas mon cas par exemple. Ouais. Et il y a des gens qui vont être très bons pour raconter que tel modèle, je prends la Testarossa par exemple, est lié à telle histoire, à tel personnage, à telle époque. Donc chacun en fait a sa manière de vivre la passion différente. Il n'y a pas une façon qui est meilleure qu'une autre. Donc en fait, c'est un peu le Cars Up du podcast, si je comprends C'est bien, exactement ça. où- C'est exactement ça. c'est- C'est pour ça qu'on se rejoint vachement là-dessus. C'est tout le monde est connecté par un truc qui est l'automobile et après chacun vit à sa manière. Et alors, justement, pour parler de ça, qu'est-ce qui t'a amené depuis que c'est quelque chose qui te vient depuis que t'es petit? Quand t'étais enfant, t'avais des premiers souvenirs automobiles, de voitures, t'as des choses qui te reviennent comme ça? Par exemple, ton premier souvenir auto, tu peux... Tu sais que j'ai l'impression de passer sur mon podcast du coup. Non, mais parce que... Mais oui, j'en ai un petit peu. Alors, je suis pas d'une famille très passionnée d'auto ni de moto. Ok. Je vais être un peu cliché, mais c'est plutôt la famille de gauchos qui voit la voiture comme un moyen de transport d'un point A à un point Tout B. de suite, on met les gens dans des cases. tu Encore sais. une fois, c'est un cliché, mais il y a quand même... Derrière chaque cliché, il y a forcément un peu de réalité. Ouais. Donc non, ma mère pas du tout passionnée d'auto, mon père pas spécialement non plus, mais il a eu quelques caisses sans trop le savoir qui étaient cool. D'accord. Ça a commencé par Golf 2, kit GTI, mais c'était pas une GTI. Déguisé, La en fait. RS Line. Exactement. La RS Line. 205 GTI par contre, une vraie, une 1,9 litre. Par hasard. Ça pour le coup, ouais, vraiment par hasard, ouais. C'est Parce curieux, que le ça. voisin en vendait une à 1005 et il a acheté ça, il trouvait ça cool, elle était bleue, ça lui plaisait quoi. Et il l'a revendue, tu sais ce qu'elle est devenue, cette bagnole? Et il l'a gardé 1 an, je crois. 1 an Et seulement. il a dû la revendre le même prix. Ah. Donc, Parce que ça faisait beaucoup de bruit et que la commande de boîte était pas agréable. mais je crois que la direction il l'a trouvé trop lourde. Mais ceci dit, après il a eu d'autres caisses. Il a eu un Lada Niva, moi j'adorais cette caisse. Ah, très belle Très voiture. marrant. À l'époque, très tout le marrant. monde c'était notre gueule, mais moi je trouvais ça fou. Non, c'est bien. Mégane coupé, 206 cc. Ah, on revient sur la Mégane. C'est incroyable. Décidément.
Ah, c'est vrai que ah oui, exact. Ouais, bien sûr, moi, c'était ma Et je m'en première voiture, souviens. moi, la Je Mégane m'en souviens Coupé. très bien, bien sûr. Avec son filter green, il nous en a parlé la Bah, dernière il en a fois. parlé dans un épisode aussi. Hein. Et ces fameux phares xénon. Il parle que de ça. Mais il était dans le Ah, feeling bah, aussi à je l'époque. suis Ouais, ouais. désolé, C'est ce que j'avais tu une passion disais. pour la Mégane, j'étais sur le forum Mégane France. les gars, il y Une a un passion pour moment, le tuning, enfin voilà, on sait d'où ça lui est venu. Ouais, ouais. C'est rigolo, hier on a fait un entretien d'embauche avec un candidat que je salue, et à un moment il nous dit ouais, quand j'étais petit, je bouquinais tous les magazines, et à un moment il nous fait même à DDX pour le tuning, quoi. Extraordinaire. C'était marrant, quoi. Non mais c'est très bien. Et donc tu as fait ton podcast La boîte à gants. Ouais. Donc en gros, si je reviens sur le truc, en gros, cette passion, moi je l'ai vécue un peu dans l'ombre pendant toutes ces années. J'ai eu un parcours qui n'a rien à voir, c'est-à-dire que j'ai fait du droit des affaires. Je travaillais dans un gros cabinet d'avocats d'affaires jusqu'à il y a 2 ans. D'accord. Et j'ai un peu pété un plomb parce que je me faisais chier littéralement en fait. Ça me plaisait pas. Et je me suis dit, j'ai une passion, il est temps d'en faire quelque chose, quoi. Ça m'a jamais décroché, je vis ça dans mon coin tout seul, je connais personne dans l'automobile. Donc le podcast était un moyen en fait pour connecter avec différentes personnes comme maintenant. Le premier invité que tu as eu, c'était qui? Tu t'en souviens? C'est Julien Rose-Burger de la chaîne POA. POA, Petite bien sûr. observation Ah, automobile. bien sûr. Petites observations automobiles, exactement. Ouais, c'est le premier à avoir fait confiance. Après, Ouais. à ce moment-là, j'avais ni nom, j'avais rien à montrer, et je lui ai envoyé un DM sur Insta, et j'avais dû faire une vieille fiche sur Word, c'était tout nul. Ouais. Et il m'a dit OK. Et il est venu. C'était un fou. Non, je faisais à distance à ce moment-là. D'accord. Parce que j'habitais pas à Paris, moi, j'habitais à Rennes. Puis on était en période Covid, non? Ah oui, mais tu sais que moi, la première année, j'ai tout fait pendant la période Covid, donc autant dire que j'avais 0 autorisation, et je partais partout en France pour faire les tournages. Oui, tu n'avais toujours pas monté de boîte et donc tu n'avais pas moyen J'avais rien. de prouver les raisons pour lesquelles tu te déplaçais. J'avais ni quoi que rien. ce soit. J'avais rien du tout. J'avais rien du tout. Et, L'outlaw complet. Ouais, exactement. Mais en même temps, tu as cette insouciance, quoi. Ouais. Tu suis ta Ouais, passion, tu ouais. rencontres des gens qui te passionnent, que tu trouvais inaccessibles, qui deviennent accessibles. Donc moi, j'étais comme un gosse, quoi. Ouais, comme Bien sûr. passionné. c'est- C'était vraiment c'était génial. Donc oui, ça s'est un peu lancé comme ça à la base. Ok. J'avais la chance qu'en France, on a le chômage. Je pense que tout entrepreneur dira que c'est une chance. Et je me suis dit, je me lance là-dedans, dans l'idée de rencontrer plein de gens, de faire un réseau, et a fortiori de créer des business dans l'automobile. Mais je me suis jamais dit que le podcast allait devenir mon business. Le business principal en tant que tel. Ouais, non, jamais. Oui, c'était un vecteur, une connexion Exactement. et une occupation vu la période. Et alors, une occupation plus que ça, parce que vraiment, j'étais devenu autiste, hein, je faisais que ça. Hein. Je Oui, faisais vraiment que ça. mais au tout début, pourquoi d'ailleurs au tout début, l'idée première a été de faire un podcast justement, précisément un podcast. Parce que j'écoutais beaucoup de podcasts à titre perso, et parce que je regardais ce qui se passait sur YouTube, les essais de voiture, etc. Et je trouvais que c'était ultra saturé, qu'il y avait plein de gens qui le faisaient très bien déjà. Je ne trouvais pas que j'avais une plus-value à apporter là-dessus. Le podcast, il se trouve, après l'histoire est un peu longue si je vous la raconte vraiment, mais j'ai eu un déclic. Bon, en gros, j'ai écrit une espèce de thèse sur le développement des business models des avocats d'affaires en France, sauf que vu que je venais de quitter ce milieu-là, ça ne servait plus à rien d'avoir fait ça en fait. Et c'est vraiment chier d'avoir passé 1 an sur un truc qui ne me servait à rien. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un post LinkedIn en disant, voilà, si ça vous intéresse, vous mettez un petit commentaire pour créer une interaction et créer un buzz, et je vous envoie la thèse. D'accord. Mais je pensais qu'il y aurait 10 personnes qui me demanderaient. Bref, je l'ai envoyé à 200 personnes, donc ça a fait un petit buzz. J'ai eu des offres d'emploi, mais ça ne m'intéressait plus puisque je voulais quitter le milieu. Et dans le lot, il y a 2 jeunes qui venaient de monter une boîte justement qui proposait du développement commercial aux avocats. Et je leur dis, mais les gars, comment vous faites pour vendre vos prestations à des mecs qui sont plutôt en place, qui ont plutôt 40, 50 ans, et qui ont tendance à pas vous prendre au sérieux parce que vous n'êtes pas avocat. Et qui vous attendent pas au tournant en plus. Exactement. Et ils me disent, viens sur Paris et on t'explique. Et je les rencontre et en fait, la conclusion, c'est que ces mecs-là ont lancé un podcast avant de lancer leur business, ce qui leur a permis de mettre le pied dans la porte, de connecter, d'avoir un réseau, de comprendre les problématiques business et de créer leur business. Moi, dans ma tête, ça fait boum. Ça fait boum. Là, on complet. a l'explication. Et donc, quand je suis rentré dans le... Je leur ai dit bonjour, au revoir, merci beaucoup. Boum, je suis parti, je suis rentré à Rennes et juste dans le TGV, j'avais déjà commencé à regarder podcast. tout ce qui se faisait, Ouais. boum, boum, boum. Et une semaine après, le premier épisode était déjà sorti. Ok. Donc ça allait très très vite après. Et du coup, quel est le process? Parce que moi, je vois le podcast. Quelle a été la suite du process? La suite du process, en fait, il n'y a pas vraiment eu de process au début. Si tu veux, je me suis juste lancé dans l'aventure de manière très innocente. En fait, il y a eu vraiment une naïveté. J'avais ce chômage. J'ai fait le choix assez dur de revenir chez ma mère, sachant que j'étais parti depuis un petit moment. Mais je me suis dit, au moins, je mets tout dans le podcast. Mais tout, hein, vraiment. Et j'avais TGV Max à ce moment-là encore, parce que j'avais moins de 26 ans. Et ça, c'est incroyable, il faut aussi le dire. Bien sûr. Et en fait, j'ai commencé à
j'ai fait 2-3 épisodes à distanciel. J'ai compris que ça me plaisait pas parce qu'il n'y avait pas cette Ce connexion lien, avec les gens connexion, ouais. comme on a aujourd'hui. Comme on a là, ouais. Et j'ai dit, OK, maintenant c'est simple, je vais chez les gens. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient plutôt pas trop réfractaires, malgré le Covid, etc. Et donc j'ai commencé à sillonner la France et à rencontrer tout le monde chez eux, en fait. Ouais. Donc ça allait très vite. Après, Margot Lafitte qui m'a fait confiance, ça allait très très vite, quoi. Et oui, et en fait, du coup, tu as établi une sorte de liste de gens qui te semblaient intéressants de rencontrer et d'interviewer, puisque finalement, c'est une interview, un podcast. Exactement. Et tu as cherché leurs coordonnées, tu les as contactés les uns après les autres, et là, miracle... Instagram. Ah, Instagram. Instagram, uniquement. J'ai envoyé, je pense, avant d'avoir le premier oui, j'ai dû envoyer 1000 messages sur Instagram. Ah, voilà. Après. Et quelle est la suite du business, en fait? C'était ça que je voulais dire. C'est juste que, si tu veux, ça a pris une ampleur qui me dépassait complètement. En fait, c'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait une petite traction, mais je pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur. Et l'audience arrivant, je me suis rendu compte que je pouvais le monétiser. Et forcément, on va dire la partie plus, pour le coup, travailler dans le monde des affaires m'a rattrapé. Et je me suis dit, il y a un moment, c'est bien le chômage, mais après, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, mon chômage s'est coupé au moment où je le savais pas. Parce que moi, je pensais que j'avais 2 ans, et en fait, j'avais qu'un an. Je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau, en fait. Et j'ai pas eu le choix que de faire du chiffre, en fait. Donc, nécessité fait loi. Exactement. Et puis, quand j'étais arrivé à Paris à ce moment-là, donc t'avais tout qui s'accumulait. Et faut vivre à Paris, quoi. On sait tous. Hein. Mais bon, ça t'a quand même permis donc de rencontrer des gens hyper sympas qui sont liés au monde de la voiture, comme tu nous l'as dit, qui sûrement t'ont fait découvrir et même t'as pu voir des bagnoles que t'aurais jamais imaginé approcher. Ouais, j'imagine. Plus tard qu'il y a pas longtemps, ouais. Par exemple, c'était quoi la dernière qui m'a choqué, c'est la 959 du Dakar. Qui a été roulé par Jackie X. Par Jackie X, ouais. Ils avaient gagné d'ailleurs. C'est quoi, c'est la Rothman? C'est la Rothman, ouais. C'est la 86. Exactement. Je suis tombé dessus, genre un endroit, je peux pas dire où c'est parce que du coup sinon je vais me faire un peu taper sur les doigts, mais genre c'était pas du tout prévu, quoi. Mais elle était statique, tu l'as pas roulée. Ah non. Mais ils l'ont... Je sais même pas si ça se démarre en restauration. Oui, elle est en restauration. Ouais. Elle est terminée d'ailleurs, je crois. Là, elle était pas terminée quand elle était pas terminée. Non, quand j'ai vu, elle était pas terminée. Donc donc une 950. En plus, c'est un peu dans l'air du temps parce qu'il y a Porsche qui sort une 911. La 911 Dakar. Ouais. C'est une Dakar, ils l'ont appelée. Et ils l'ont appelée 911 Dakar. Justement, grâce à Romain Dumas. Ah ouais? Ouais, parce que Romain Dumas a pas mal aidé au développement de cette voiture. D'ailleurs, tu viens de l'interviewer il y a très peu de temps. Ouais, il a expliqué dans ton podcast comment ils ont créé la 911 Dakar. D'ailleurs, j'invite tout le monde à écouter ce podcast parce qu'il est fabuleux. Hervé, tu l'avais écouté? Ouais, c'est ça qu'il est cool celui-là. Il est très cool. Ouais. Il est très cool. Et donc tu disais sur la... Pardon, j'ai coupé tout le monde. Non, je te disais juste que c'est effectivement Romain Dumas qui a participé. En fait, il devait l'appeler la 911 Safari à la base. Et elle était comme le la Dakar. East Africa Safari Rally. East Safari Rally, oui. Il y en a qu'une, d'accord. Il y en a qu'une et il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Oui, c'est très limité. Je pense qu'elles sont déjà toutes vendues, j'imagine. Mais... Oui, comme d'habitude, en ce moment, Porsche. Chez Porsche, c'est au moins 1 millier. Oui, c'est ça. Ah non, c'est plus qu'un millier, mais c'est moins 5000. Ça doit être plutôt 3000, je pense. C'est moins de 5000. Voilà, moins 5000, ouais. Limité à 5000 exemplaires. En plus, il paraît que Walter Roll, il l'a roulé sur glace il y a peu de temps et ils disent que c'est fabuleux sur glace, donc ça prend une ampleur pas possible. Tout le monde. Oui, après, Walter Roll, il dira jamais que c'est une merde. Il dira jamais que c'est une merde, c'est sûr. Entre nous, ce qui fait que c'est intéressant sur glace, c'est le fait qu'elle soit en 4 roues motrices. Quoi. C'est pas le fait qu'elle soit rehaussée. Quoi. Non, parce que tu prends une 992 en turbo ou turbo S ou en 4S. Avec 4 roues motrices, tu mets les bons pneus, tu vas sur la glace. Je crois que le résultat. Aujourd'hui, tout est dans l'idée qu'on se fait des choses et le look. Parce que les bagnoles qui marchent à 350 à l'heure, il n'y a pratiquement pas de piste où on peut les atteindre dedans, à part l'anneau de Nardo. Donc, c'est évident. Ouais, donc c'est vraiment du fantasme transformé en matière. C'est l'idée que tu peux qui déjà excite les gens. C'est l'idée de pouvoir disposer et d'éventuellement pouvoir le faire, mais le faire quand? Jamais. Ouais, on parlait des hypercars sur les 0-100. Voilà, sur les 0-100, mais en fait, tu le fais potentiellement une fois. Si tu le fais, tu tues les embrayages, tu fumes les embrayages. Tu fumes tout. Et en plus, physiquement, sous la barre des 3 secondes, si t'es pas averti, ça commence à faire drôle, quoi. Oui. Non, mais vraiment. Mais je sais. Ça t'envoie les yeux au fond des orbites. Ouais, puis ça fait drôle, la sensation. Ça fait un peu comme un avion de chasse. C'est un catapultage. C'est Faut pas être cardiaque, quoi. Faut pas être cardiaque. Sur une Tesla, quand il a fait combien? Moi, je l'ai fait sur la nouvelle Tesla. J'ai testé sur la nouvelle Tesla, la Plaid, là. Celle qui a le volant comme une manette, là. Et alors? Ça fait très peur. T'as envie de venir, quoi. Je roule en M5 et à côté, j'ai l'impression d'avoir un taco, quoi. Non, mais ça fait très peur. C'est physiquement déroutant. C'est
C'est horrible parce que tu sais que tu es à la limite de ton corps et en fait tu maîtrises plus. Tu as un truc qui. J'avais fait le calcul, mais en fait, tu fais un. Je crois qu'elle est annoncée aux alentours des 2 secondes. 2 points, je crois. 2.1. Ouais. 2.1. Oui, Ouais. c'est délirant. Et Ça en fait, devient t'accélères plus fort que sur une chute libre. trop. Ouais, voilà. Quand chute libre. Oui. Donc t'as le cœur. Donc en Bah, fait, faut pas être cardiaque. ça te fait vraiment. Alors t'en fais 3-4, après c'est bon. Au bout de 3-4, ça va. Mais la Oui, première que tu c'est fais. l'entraînement. La première que tu fais, ça te fait une sensation complètement déroutante. C'est-à-dire que tu as l'impression que tes yeux ils suivent pas ce qui se passe, quoi. Vraiment, c'est drôle, quoi. Ah ouais, non, c'est horrible. Non, C'est pas le choc qui est impressionnant finalement, c'est la Ouais. sensation. Il y a un décalage entre ce qui se passe Entre la réalité et la perception de la réalité. Ouais. Ouais, mais Et ton compteur est pouf. On commence à être à la limite du corps humain. C'est de l'aviation de chasse. C'est le truc. C'est la première fois que tu fais de la voltige et tu. Il faut le faire pendant 1 heure pour Voilà. vraiment plus que ça te surprenne. Avec des quoi. freins de 2 chevaux, j'imagine, en plus. Oh, Ah sur non, une non, Tesla, non, je sur ça une fait Tesla, en fait, tu as le freinage régénératif qui recharge la batterie. Donc en fait, Ouais. déjà, avant que les freins mécaniques, donc les disques et les plaquettes commencent à travailler, ça freine déjà fort. Tu freines sur les moteurs. Et même, ça va même au-delà de ça, c'est que quand la route est un peu humide ou quoi, le freinage électrique peut déclencher l'ABS, quoi. Donc, Attends, c'est-à-dire que tu peux bloquer, enfin, le frein électrique peut bloquer les roues. Ah ouais. Le principe du freinage régénératif sur les véhicules électriques, c'est que tu transformes ton moteur en alternateur. En Oui, c'est alternateur. ça. C'est Voilà. rotor stator, Et t'inverses le voilà, flux t'inverses électrique. le flux. Et évidemment, si tu produis de l'électricité avec le moteur qui est entraîné par l'inertie de la voiture, ça crée une retenue. Oui, tout à fait. Voilà. T'as de la charge. Oui, t'as de la charge. Oui. Et si le truc en question, qui est très variable sur les modèles, est conçu pour générer le maximum d'énergie possible en retour de cette énergie cinétique que tu lui transmets par l'élan, eh bien le freinage est véritablement important. D'accord. Sur un scooter BM Ah oui, sur le BM, quand électrique, tu par lâches exemple, la pédale voilà, d'accélérateur, le frein s'allume. le feu stop s'allume, parce à fait. qu'en fin de compte, le niveau de décélération à ce moment-là, simplement en lâchant les gaz, correspond à un freinage sur un 2 roues classique. Et c'est la même chose avec ces voitures, Et et du sur coup, une le feu Tesla- stop s'allume. Et sur une Tesla, tu peux rouler tous les jours sans jamais toucher la pédale de frein. Oui, quoi. tu gères en fait, au lieu de couper si tu lâches l'accélérateur d'un coup, C'est comme si tu freinais. tu t'arrêtes 30 mètres plus Ouais, tôt. c'est comme si tu freinais. Ouais, tout à fait. Et du coup, tu lèves le pied, Ça et freine, tu commences à franchement. perdre de la vitesse, et hop, tu lâches d'un coup, et quand tu lâches la pédale d'un coup, elle comprend, je freine, Ouais. sans que tu touches à rien. Et Oui, oui. Et ça avec freine l'habitude, franchement. quoi. tu Ouais, t'arrêtes à ouais, un ça endroit freine voulu. franchement. Ça freine franchement. Comme le scooter électrique BM. là. C'est ça, Voilà, exactement. Je pensais pas qu'on parlait autant de voitures et de motos électriques sur ce Bah, podcast. Bah, Ouais. c'est. Enfin, c'est dans l'air du temps, et après, Ouais, c'est clair, non, mais on peut avoir carrément. Ça plein de reste de la choses. voiture. Hein. Ouais, attends, clairement, c'est plus que dans l'air intéressant. du temps. La première voiture à avoir dépassé les 100 km/h, c'est une voiture électrique. Bah Tout oui, à fait. Elle a jamais contente. Dans les- C'est- elle a jamais Camille, gagné. Camille En- Genazzi. T'as raison, tu reviens à l'origine, c'est un Non, site, non, en fait. mais juste en termes d'ingénierie, le moteur électrique, c'est techniquement le meilleur moteur en termes de rendement. hein. Ouais. Un moteur thermique, c'est 30% de rendement. C'est 70%, un bon moteur thermique, c'est 35%. Ça veut dire que c'est 65% de la chaleur et le reste, c'est de l'énergie mécanique. Le seul souci de la voiture électrique, en fait, c'est le stockage de l'énergie, quoi. Et ça a toujours été le problème. Et ça a toujours été le Au problème. début de l'automobile, les 3 modes de propulsion se disputaient la primeur simultanément. Moteur thermique à piston qui bouffe de l'essence, moteur électrique, parce qu'on savait déjà faire des trucs électriques en quantité qui marchaient très bien, et moteur à vapeur. Et les 3 avantages et les inconvénients les avantages et les inconvénients de chacune étaient déjà les mêmes. Le moteur à vapeur, c'est extraordinaire, tu as un couple formidable. Tu trouves le carburant partout, hein, il faut de la flotte et de quoi faire et quelque chose pour faire bouillir la marmite. Voilà. Le problème, c'est qu'avant de partir, il faut mettre en chauffe. Donc il te faut un chauffeur, et pas uniquement pour conduire le truc, mais pour chauffer la machine. Chauffeur Voilà. au sens propre. Un chauffeur au sens propre. L'électrique. Ouais, c'est vrai que là, t'es en train de démarrer ta bagnole pour aller chercher le pain, tu la laisses chauffer voilà, une demi-heure c'est et puis moins tu vas pratique, après. ouais. mais voilà, avec c'est la ça. clé connectée, Non, mais en tu peux fait, peut-être pendant, le faire. pendant que tu prends ton café et que tu lis le Herald Tribune, tu appelles Firmin. Firmin, mettez la Stanley en chauffe. C'était une marque de voiture à vapeur au début du siècle. Voilà, bon, à un moment, ça s'est arrêté. Mais ce qui était génial, c'est que tu n'as pas besoin de boîte de vitesse. Tu grimpais les côtes sur ton élan parce qu'il y a un couple formidable. Bon, ça dépend un peu de la taille de la machine. Mais Ça se tremblait peut-être un peu quand même. bah, pas nécessairement, ça dépend du système de cylindres et de pistons que tu choisis. Hein. S'il y en a, si t'en as 2 et que c'est des pistons à double effet, bon, ça Voilà, avec dépend. le prix de l'Aster en ce moment, ça serait peut-être plus trop intéressant de rouler. Peut-être pas, effectivement. L'électricité, comme le disait Samuel, c'était déjà le meilleur rendement.
Et on avait une machine extrêmement facile à conduire, puisque pas de boîte de vitesse, pas d'embrayage. Oui. À une époque où les embrayages et les boîtes de vitesse étaient une véritable tannée. On a inventé les synchros que beaucoup plus tard. Donc il fallait décomposer les mouvements, etc. Et les gens n'y arrivaient pas tous très bien. Et donc les voitures électriques, assez curieusement, ont continué d'exister assez longtemps, donc avec les mêmes problèmes que ceux qu'on a toujours connus. C'est-à-dire qu'avant de rouler, il faut charger pendant longtemps. Et à peine tu commences à rouler, que ça se vide déjà. Ouais. Et une fois que c'est vide, contrairement à la voiture à essence, moteur thermique, où il suffit de prendre un bidon, de le remettre dans le réservoir et de démarrer et de repartir, la voiture électrique, il te faut une rallonge, une prise électrique et il faut attendre. Et c'est toujours le cas. Et assez curieusement, les voitures électriques se sont vendues aux États-Unis jusqu'à la fin des années 10, dans les grandes villes. Et la clientèle, c'était les personnes âgées qui appréciaient justement la facilité de conduite, Bah oui. le silence, la propreté de la machine et une quasi-absence d'entretien. C'est drôle, hein. Et du coup, les voitures électriques, les dernières voitures électriques vendues par les sociétés américaines qui vendaient ça, il y avait Detroit Electric par exemple, entre autres, vous pouvez regarder sur le net pour ceux que ça intéresse, vendaient en 1917 ou 18, pour les dernières, c'est à peu près ça, des voitures qui avaient un look plutôt 1909-1910. Parce que déjà, à cette époque-là, les personnes âgées étaient un peu réfractaires à l'évolution du style. Au changement. Voilà. Ah Et donc, C'était la Xantia avant l'heure. C'était la Xantia avant l'heure. des voitures d'un style un peu daté, qui correspondaient à ce à quoi ils s'étaient habitués. Les nouveaux modèles avec les ailes comme ci ou les calandres comme ça, non, ils n'en voulaient pas, donc c'est marrant. Et si je ne m'abuse, en Europe, il y a eu une des premières Porsche, c'était une voiture électrique, si je crois bien. Non, il n'y a pas eu un truc comme ça ? On dit une des premières Porsche, en fait, c'est pas du tout ça. Alors, Porsche, au départ, c'est un ingénieur, et donc c'est un employé chez différentes marques, où il va faire des belles choses d'ailleurs. Hein. Et il ne s'installe à son compte qu'en 1931. En 1931, il a déjà un certain âge, puisqu'il est né en 75, il me semble. 1875. Ouais. Ouais. Donc en 1931, il a 56 ans. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'avec son fils, qui s'appelle Ferdinand aussi, qu'on appellera Ferry, ils créent leur bureau d'ingénierie qui consiste à se rendre disponible pour étudier toutes sortes de solutions techniques ou des modèles entiers, etc., etc. Bon, après, il y aura la Deuxième Guerre mondiale, c'est une autre histoire. Donc avant ça, il a bossé chez Mercedes, par exemple, où il a contribué à l'étude des Mercedes type S, SS, SSK, SSKL, à compresseur, etc. Et avant ça, un de ses employés a été Lohner. Lohner, L-O-H-N-E-R, c'est une marque totalement disparue et oubliée aujourd'hui. Peut-être qu'ils fabriquent des machines, je ne sais quoi, mais ils ne font pas de voitures. Et en 1900, il a effectivement contribué à l'étude il en était même le responsable, si j'ai bien compris, de l'étude d'une voiture à propulsion électrique, comme il y en avait beaucoup à cette époque, comme on vient de le dire. Et de manière assez intéressante, il avait pensé mettre, ce qu'on a vu ensuite, installer les moteurs électriques dans les roues, comme les scooters d'aujourd'hui là. Ouais. Et donc ce sont des moteurs roues et le plus à l'avant. Et si je dis pas de bêtises, juste pour conclure le chapitre de l'électrique, mais le record de Pikes Peak, c'est Romain Dumas qui l'a fait sur une voiture électrique. Je crois qu'il a été battu. Il a été battu Ouais, mais oui, c'est en voiture électrique. par un moteur 12 litres de cylindrée. Ça a sûrement été battu par une autre voiture électrique, hein, je pense. Ouais, parce que, ouais. notamment sur Pikes Peak, où il y a vachement de dénivelé, arrivé en haut, les voitures thermiques, elles ont perdu 30% de leur puissance. Elles sont étouffées. Ouais. Alors que... Ceci dit, lui, il explique quand même justement dans le podcast que à la fin justement à l'arrivée, à la fin du parcours, il avait plus de batterie, donc il arrivait en roue libre en fait. Hein. Okay. Sinon, Mais vraiment il la avait toute encore fin. plus Mais vraiment la toute fin, quoi. Bah, sur les 100 derniers mètres quand même. Ah ouais. Ah ouais, donc il aurait pu faire encore un meilleur ça temps. peut faire quelques secondes de perdu. Ouais. Ah ouais, clairement, ça fait Ouais. quelques secondes de perdu. Ouais. Ah ouais, évidemment. D'accord. Ah ouais, mais malgré tout, il a explosé de 16 secondes, je crois. si je me souviens. C'est un truc... Bah, Sébastien Loeb. Sébastien Loeb avec la 208 qui faisait 800 chevaux, 800 kilos. Là. C'était pas 1000 chevaux, 800, Non, 800 875 chevaux et 800 kilos ou l'inverse. Je compte bien je vais faire un podcast avec Sébastien Loeb bientôt et je compte bien le chambrer un petit peu là-dessus. Ouais, Ok. pour voir comment il réagit. Pour voir comment Et donc, comme quoi, effectivement, ça démontre quand même la performance du véhicule électrique. Bien sûr, évidemment. Ouais. C'est assez impressionnant quand même. Ah ouais, non, celle-là en l'occurrence. Et d'ailleurs, à Pikes Peak, on voit des mecs qui viennent avec des Tesla qu'ils ont vidés. C'est vrai ? Ouais, vous regarderez sur YouTube. Et les mecs, ils viennent avec une Tesla Model S, ils l'ont vidée. C'est encore un truc pour toi, ça. Et ils font Pikes Peak. Non. Ça me fait bien rigoler. Bon, Attends, mais ça n'a pas été arrêté. Pourquoi pas Pikes Peak, là, ça y est, c'est terminé, je crois. Ah bon ? Je crois que tu peux plus. Ah bon ? Je me demande si ça n'a pas été. C'est quoi ? C'est supprimé. les écolos qui sont. Je crois que c'est aussi des enjeux de sécurité quand même. C'est l'évolution du sport auto, quoi. Il y a aujourd'hui, enfin, tu regardes en Formule 1, malheureusement, il y en a encore, mais il y en a très très rarement, quoi. Le dernier, c'est quoi ? C'est Jules Bianchi ? Ben, c'est Jules Bianchi, je crois. Et Ouais. en monoplace, ça doit être le jeune garçon Aspa. Ouais, l'année dernière, c'est ça ? Il y a 2 ans, je dirais maintenant, peut-être, mais enfin, quelque chose comme ça. Et depuis personne. Mais à chaque fois, les conditions pour que l'accident se produise c'était
un faisceau un concours de circonstances. De circonstances totalement anormales et totalement. Alors qu'avant, la circonstance, ça pouvait être un pneu qui crève, quoi. Avant, c'était. Ou un freinage tardif, quoi. Ou un avion qui traverse, un oiseau qui traverse. Une sortie de route. Oui, c'est ça. Quelle Il n'y avait qu'en pas de soit la circonstance, quoi. Avant. C'est le modèle des plaques de Reason, tu sais. Pour l'aviation, c'est exactement pareil. En fait, on fait en sorte que d'abord, il y ait des procédures, ensuite des checklists, ensuite le hardware qui te protège, ensuite la météo, le contrôle aérien, etc. Et un accident, c'est quand le modèle des plaques de Reason, c'est chaque plaque n'est pas parfaite, il y a des petits trous dedans, et s'il y a un alignement des trous, tous les trous, ça fait un accident tout au fond. C'est-à-dire que la procédure, ils sont passés au travers de la checklist, ils sont passés au travers du hardware qui leur a pas signalé le truc, ils sont passés au travers tout, accident à la fin. Et les probabilités sont sont de plus en plus, sont de moins en moins élevées qu'il y ait des accidents, mais ça existe encore. Un modèle parfait n'existe pas. Et Jules Bianchi, c'était ça. Après, l'inverse, c'est que ça a complètement dépopularisé le sport auto, la capacité d'accès au sport auto, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je l'ai vu quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu envie de faire un peu de sport auto. Et tu vas pas avec ta voiture au rallye du coin t'inscrire pour participer. Alors qu'à l'époque, c'est ce qu'il faisait. J'ai roulé avec un gars qui m'avait invité à rouler sur sa voiture et qui me disait que quand il avait, début des années 60, années 50, il prenait la voiture de son père, ils allaient faire un rallye le week-end, il faisait le rallye, il rentrait avec la voiture, il changeait les pneus ou il réparait ce qu'ils avaient cassé et il l'a ramené à son père, quoi. C'est comme était parti au Mans dans les années 60, les mecs ils arrivaient avec une Porsche perso, et le père et le fils arrivaient avec, et les mecs ils tournent 24 heures, la bagnole tient, et puis ils repartaient. Oui, alors ça je l'ai jamais vérifié, je me suis posé la question de savoir à partir de quand au Mans, parce que les 24 heures du Mans c'est quand même un truc un peu spécial, hein. C'est l'Automobile Club de l'Ouest, c'est une grande course qui a une réputation internationale depuis belle lurette. Je ne sais pas s'il n'y a pas déjà eu des petites complexités. Dès les années 60. Faire un peu ses preuves déjà dans les années 60. En oui. revanche, je ne sais pas justement. Je me suis dit qu'il fallait que je cherche. À l'époque, il y avait quand même Alors moi, j'ai aucune preuve scientifique. J'ai la série des BD sur les 24 heures du Mans. Ouais. Et dans les premiers épisodes, dans les premiers tomes, donc c'est dans les années 40. Au tout début, alors ça a commencé avant. Mais ça a commencé en 23, puisqu'on 23. On fait les 100 ans. On fait les 100 ans. Ah oui, oui. Mais en tout cas, dans les premières années, les mecs, ils tombent en panne, ils sortent la voiture du circuit, ils vont dans le garage du coin, ils la réparent, ils retournent sur le circuit, ou ils démontent la roue, ils sortent du circuit, ils vont la faire regonfler. En fait, c'était une course d'endurance, mais c'était plus une course d'endurance dans le sens une course de fiabilité au début, en fait. Le règlement des premières années, qui n'est pas du tout le suivant, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne voit que des voitures à 4 places, parce qu'en fait, on ne pouvait rouler qu'avec des voitures à 4 places au départ. Autant je me souviens, mais il me semble bien, parce que même les Alpha 8C, les machins comme ça, les Bentley, c'est systématiquement des grands toureurs. Il y a juste un truc, il y a une petite bagnole dont je me souviens qui a couru dans les années 26-27, la Tracta de Jean-Albert Grégoire, et je ne vois pas qu'elle ait 4 places celle-là. Donc, ça aussi, il faudra vérifier. C'est une encyclopédie. Et il fallait que la voiture devait rouler une partie de la course avec sa capote en place. Elle devait être autonome en termes de réparation, donc il y avait un outillage et des pièces détachées à bord. Et c'est pour ça que cette idée de roue de secours et de coffre est restée longtemps. Et que quand tu regardes une P3, P4... Oui, parce que j'allais dire, même dans les années 70, à la fin des années 60, il y avait encore... Les mecs changeaient la roue sur le bord de la roue, enfin, dans les hunaudières. Ils ne les changeaient plus parce que la roue de secours était factice, elle était encore là, mais elle n'était pas montable réellement. Parce que sur les 917, par exemple, il y a une roue qu'il faut gonfler comme dans les 911. Il faudra vérifier ça aussi, mais il me semble bien. Et c'est vraiment pas montable sur le bord de la piste Je me souviens pas avoir vu une prise allume-cigare sur une 917. Non, mais ils n'avaient pas une cartouche, tu sais... Non, mais comme un kit crevaison, tu sais, finalement, c'est de l'air comprimé. Je crois que là, l'idée de réparer au bord de la piste était finie depuis quelques temps. En revanche, l'idée qui est encore quelques relents des règlements précédents, tels que le coffre, l'existence d'un coffre, et en fait, quelque part dans la fin des années 60, l'obligation était faite, même sur les protos, d'installer une espèce de boîte qui avait une certaine contenance et qui pouvait correspondre à une sorte de coffre. D'accord, ok. Il faudra qu'on se plonge là-dessus, c'est assez marrant. Par contre, les rallyes, parce que c'est ça dont on parlait, effectivement, le rallye, tu te pointais... c'est comme ça que Bernard Darniche a commencé. J'ai eu la chance de le rencontrer. Et c'était pas son père, à ma connaissance. J'ai eu la chance de le reconnaître. Non, j'ai eu la chance de le reconnaître quand j'ai vu la première fois et je suis pas passé pour un imbécile, c'est ça que je voulais dire. C'est juste pour être sûr, historiquement, que j'étais pas décalé.
Non, t'inquiète pas. Il est effectivement un peu plus âgé que moi, même si j'ai déjà un certain âge. Je crois que Bernard Darniche a commencé un peu de cette manière, en remplaçant un copain au pied levé pour faire un petit rallye de campagne. Alors, pas exactement. Merci Yann. Merci de contredire Nico pour une fois, parce que ça arrive pas souvent quand même. J'ai fait un épisode avec lui, donc je connais bien son histoire. Ouais. En gros, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'il se baladait avec sa petite... alors, je sais plus si c'était une 4L ou une... Et j'ai une 4L en tête, moi aussi. Je crois que c'était une 4L. Et en gros, il était représentant d'une boîte, il vendait des espèces de machines. Alors, je sais plus si c'est vraiment des machines à écrire ou quelque chose comme ça. Ouais. Et en gros, il a vu quelqu'un qui était en panne sur le bord de la route en mini. Et il se trouve que c'était Bernard Loiseau, qui donc était il faisait du rallye, quoi, amateur. Et ils sont devenus amis, il l'entraînait un peu dans toutes ses aventures, au début en tant que copilote, et après il l'a fait conduire, effectivement, et il s'est rendu compte qu'il avait un super coup de volant, et c'est comme ça que ça s'est lancé. Mais super mec d'ailleurs, Bernard Darniche, c'est une histoire de vie incroyable, mais vraiment incroyable. Alors d'ailleurs, justement, pour revenir un peu à nos moutons, dans les invités que tu as eus, et que des gens passionnés de l'auto, que des gens de cet univers-là, quels sont ceux qui t'ont touché particulièrement ? Si tu peux. Ouais, je crois que je t'avais. Bah oui, mais parce qu'elle est très compliquée cette question. Elle est très compliquée. On parle de Bernard Darniche, j'ai envie de te dire Bernard Darniche. Non, mais il y en a. Hervé Poulain, c'est quelqu'un qui revient forcément dans ma tête parce que. Alors Hervé Poulain, pour les gens qui connaissent pas. Ouais, donc commissaire. Il est surnommé le commissaire-priseur le plus rapide du monde. Pourquoi ? Parce que donc ouais, c'est vrai. Je connaissais pas le Lucky Luke des enchères. Le Lucky Luke des enchères. Non, mais c'est pas T'as ça. un mec qui a levé le bras. C'est pas pour ça. C'est pour T'as un ça. mec qui a levé le bras pour dire bonjour. Tac, coup de marteau. C'est vraiment ça. Non, c'est surtout qu'en fait, donc, il est commissaire-priseur, donc spécialisé plutôt dans l'auto, mais il a une culture qui est juste extraordinaire. Dans l'art aussi, je crois qu'il a la plus grande collection. Il avait la plus grande collection d'Amérindiens au monde. Oui, il se trouve qu'il l'a vendu. Bref. Il l'a vendu ? Oui, il l'a vendu, ouais. Il l'avait dans sa propriété en Sologne, il a tout vendu. En fait, pourquoi il était surnommé comme ça ? Tout simplement parce que c'était un pilote à côté. Il roulait au Mans et il roulait pas mal en plus. Je crois que son meilleur résultat, ça doit être 6e, donc c'est quand même pas déconnant. Même 3, je crois, non ? Il a pas... Non, je crois pas. Okay. Non, mais peut-être dans sa catégorie ou dans sa cylindrée. Ah, c'est possible, c'est possible. Il a peut-être gagné déjà sa catégorie. Tu peux faire des victoires de classe. Oui, voilà. Je te parle vraiment au scratch. D'accord, ok. C'est déjà monstrueux. Si, ce scratch, c'est monstrueux. Et quel âge il a aujourd'hui ? Il a 85 ans. J'allais dire 75 ans, moi. 85 ans. 85 ans. Donc ça veut dire qu'il roulait dans les années 60, quoi, 70. 70. Il a arrêté, il avait presque 50 ans. Ou peut-être même plus de 50 ans. Il a commencé à rouler tard, il disait, je crois bien. Ouais, c'est ça. Il a commencé vers 25, peut-être un peu passé même. Ouais, donc il a roulé dans les années, dans les années 70. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Bah oui, il roulait en M1, il a roulé ouais, sur 3.0 CSL, sur... Exactement. Ouais, donc non, mais je veux dire, il était déjà... 30, faut dire 30 ou 3.0 Pas 3 litres. Moi, je dis 3 litres. Ouais, je dis plein de choses. Bon, bref, chacun dit comme il veut. Non, mais en tout cas... De mon temps, on disait 30. D'accord. Et nous, on dit 3 litres, nous. Moi, j'ai 3 litres, ouais. J'ai 3 litres. On voit un bon, bah, je pense que c'est 30, il faut dire du coup. Bon, 30, on va pas... En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il était déjà à une époque où ça roulait fort, quoi. C'est l'époque des M1 et tout. Non, mais je veux dire, c'est... Puis il y a une Audière, elle était pas coupée, quoi. Ouais. Elle était tout droit. Ça allait droit. Ça allait vite, quoi. Ça allait vite, ces machins-là, ouais. Très vite. Et donc, il est connu surtout parce que c'est l'inventeur des hard cars. Les BMW hard cars. Exactement. Ouais. Et donc, comment est né ce projet ? C'est assez fou. C'est juste lui qui voulait courir et il a trouvé une espèce d'astuce pour mêler sa passion à l'art et sa recherche de sponsors. Et il a créé donc ces autos qui sont des œuvres d'art, en fait. Bien sûr, ouais. Avec tous les plus grands artistes, que ce soit Calder, que ce soit César. Je l'ai rencontré chez lui. Donc, pour un peu dresser le portrait, imagine-toi qu'on était exactement comme on peut être aujourd'hui, sauf que là, j'avais un Calder. En face de moi, j'avais une compression de César, mais on n'était pas musée, quoi. On était dans son appart. On était chez lui, ouais. Et pour un fils de peintre, moi, ça m'a fait quelque chose. Enfin, j'ai grandi dans les musées. Ah. Et donc, j'ai fait une petite vidéo cachée à ma mère. Je tremblais. Et là, rien que d'en parler, je suis encore un peu ému. Parce qu'il m'a présenté toutes les œuvres de son appartement, mais pas comme un collectionneur qui voit une valeur, parce que c'est que des œuvres qui sont inestimables. Mais juste, il me disait, ah, tu vois ça, j'ai une petite histoire, tac. Et c'était juste génial. J'avais l'impression d'être avec mon grand-père. J'ai pas eu trop de grands-parents. Donc, tu vois, justement, il me délivrait ces petites histoires comme ça. Et puis après, on a fait le podcast parce que j'étais venu pour ça à la base. Oui. Et le podcast, comment te dire, c'est du Audiard. Le mec, il a une diction, il a une culture, un vocabulaire. C'est plus possible à nos époques. Nos générations, on est mort. C'est terminé. C'est terminé. Et c'est juste incroyable. Et puis il a pleuré à de nombreuses reprises parce qu'il a malheureusement eu un vécu où il a perdu un de ses enfants.
Et quand t'as cet homme avec une prestance incroyable qui pleure devant toi, ça marque un petit peu quand même. Et par exemple, donc il avait des voitures perso que tu as pu voir, que tu as pu approcher, que tu as pu... Non. Et puis c'est des personnes qui... des fois, aborder le sujet des voitures perso, c'est un peu compliqué. D'accord. Je tâte un peu le terrain. Si je vois que ça répond pas, je sais qu'ils en parleront pas parce qu'ils veulent pas en parler. D'accord. Ils en parleront en off, mais pas durant le truc. Et je trouve qu'avec Hervé, on n'a pas eu cette discussion vraiment. D'accord. Parce que très vite, il m'a lancé sur plein d'autres sujets. Et en fait, moi, je me laisse porter par les sujets qui faut que veulent ça amener, naturel. Ouais, faut que ça Et naturel. puis il en a utilisé et vu passer tellement des voitures qu'il éprouve peut-être pas le besoin d'en posséder tant que ça. En d'ailleurs. plus, je pense. Oui, c'est sûr que quand tu as conduit des pense. 30 CSL, des M1, des choses comme ça, c'est pas une petite BM. Ouais. Après, c'est le profil du collectionneur quand même. Tu vois. Oui. C'est un gars qui peut avoir quelques autos vraiment exceptionnelles pour leur histoire finalement et pour l'objet plus que pour le fait de les conduire. Et... Mais Ouais, c'est vrai. quand tu collectionnes les objets d'art, je pense qu'assez rapidement, tu arrêtes de t'emmerder avec des bagnoles. Bah, ça dépend des bagnoles. C'est possible. Ça dépend des bagnoles. Ça Si dépend c'est des bagnoles, si mais- c'est une BM mais Arca, Bah oui, voilà. Il en a pas Enfin, de c'est une œuvre BM d'art. Arca. Je crois pas qu'il en ait. Elles sont ABM Non, et parce qu'il il faut bien dire a tous ses DABM. il a tous ses BM. Mais parce Non, qu'il y a mais eu... tu peux avoir une M1, tu peux avoir une ancienne voiture de course voilà. avec laquelle tu as couru, tu vois, c'est... Mais dans ce cas-là, effectivement, une spéciale, enfin j'imagine en tout cas, parce que sinon on n'existerait pas, les voitures, c'est quand même, c'est une vraie activité de les stocker, de les maintenir en état de marche, de trouver le temps de les utiliser quand ce ne sont pas des voitures utilitaires ni très utiles. Alors qu'une œuvre d'art, c'est formidable. Tu la poses, t'en profites en passant devant, et tu la dépoussières un peu de temps à autre. C'est comme les montres, hein. C'est sûr que C'est comme les montres. beaucoup plus accessible. Ouais. Tout à fait. Ouais, Ouais. c'est plus simple. Et donc, niveau caisse, je t'ai demandé si tu avais vu des voitures un peu particulières. On a parlé de la 911, de la 959, de la 911 Dakar, etc. Toi, personnellement, tu as eu quoi comme voiture? Si tu veux nous en parler, tu peux. Si tu veux pas, tu dis rien. Et Non, mais le sujet, il est assez court, parce que j'ai eu qu'une seule voiture dans ma vie. Une voiture. Ouais, T'as eu qu'une voiture J'en ai possédé qu'une seule, ouais. que tu n'as même Quel plus. romantique. C'est Quel vraiment... romantique, quoi. Ouais, c'est vrai en plus. Et que je n'ai plus, non, je l'ai gardé 6 mois, donc je l'ai pas gardé longtemps. 6 mois. Ouais, c'est moins romantique d'un coup. Ah, c'est un seul coup. Plus Relation un soir courte. pour une voiture. quand même. Ouais, pour moi, c'est pas mal 6 mois. Pour moi, c'est pas mal. C'était quoi, cette voiture? C'était une Mercedes SLK 200, donc même pas la compresseur. Donc je sens que je vais me faire attaquer là. Ah, je sais pas. Non, ok. Mercedes, déjà. bon. Cela dit, en Quelle rap- année Ouais. C'était une 2001. C'était les C'était les premières. premières encore. Phase 1, ça. C'était à phase 1, 50 000 km d'origine. Ok. Je suis allé la chercher à Lorient. Je l'ai sauvée un peu du sel parce qu'elle commençait à être un peu attaquée par ça. Ah, déjà. Et ouais, bah, elle était stockée, mais pas stockée idéalement. C'était un petit abri en bois, donc c'était pas incroyable. Mais elle était quand même saine. Et j'ai roulé ça pendant tout l'été. J'étais à l'époque déjà en cabinet avocat. Moi, je me sentais super frais avec ça, quoi. Ouais. Bon, forcément, le système cabriolet était encore un peu hasardeux, on va dire. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir le toit qui restait bloqué. Ah, bloqué au demi-ouvert comme ça? C'était Ah, ouais, électrique ouais. ou c'était manuel? Ah non, c'est électrique, tu sais, c'est les premières, Ah ouais, c'est tu sais, électrique, les premières à toit rigide. Donc c'est hydraulique même derrière. Ouais, c'est des verres. Tout à fait, tout à fait. Les vérins. Je l'ai emmené chez Mercedes pour voir ce qu'il y avait et ils m'ont dit, écoutez, on va être honnête avec vous, on peut vous prendre la voiture, ça va vous coûter 1500 balles, mais elle marchera exactement pareil que... En fait, le système de base était un peu mal né, c'était les premières, ça buguait tout le temps un peu. Et en Mais, plus, c'est pas dit que les concessions Mercedes aient l'habitude non, de travailler complètement pas sûr, je suis pas sûr. sur des capotes de Je suis SLK. pas sûr. Ils ont dû en réparer pas mal, et puis ensuite ils ont fait plein de versions de ces toits rétractables, mais dans tous les cas c'est des systèmes qui sont vachement compliqués puisqu'ils mêlent de l'électricité, de l'hydraulique, avec les vérins, et surtout puisqu'on est dans les années 80, c'est sorti en 96 ces trucs-là je crois. 98 peut-être? Je sais plus. Non, 87, parce 96, que ok. je me souviens qu'on avait tourné un film en 97 avec ça. Bon, enfin, dans ces eaux-là, quoi. Et on est déjà à une époque où les systèmes de sécurité pour pas broyer la main du petit enfant qui est là en train de tripoter derrière ou je ne sais quoi, sont obligatoires. Donc, il y a plein de systèmes de retenue, comment t'appellerais ça, de mesures de couple, Ouais, bien sûr. des limiteurs de couple. Limiteur de couple. Voilà. Et donc, Et c'est des Et donc, systèmes c'est des automates en fait. voilà. C'est la enfin, maintenant, c'est de la gestion électronique. Enfin, pour ceux qui voient un peu de quoi je parle, c'est en gros, il y a l'électricité, les fils et les interrupteurs. Il y a l'automatisme. Et donc là, c'est des circuits logiques qui communiquent. Et ensuite, qui peuvent être programmables ou non. Et après, il y a l'électronique, quoi. Donc, Ouais. que tu programmes avec un ordinateur, quoi. Enfin, l'automatisme aussi, mais bref, c'est un autre sujet. Et donc, l'automatisme, c'est vraiment les fameux si, les conditions, quoi. Oui, oui. Ouais, ouais. Et donc, c'est effectivement, si en fait, d'un seul coup, tu as un actionneur ou un capteur qui marche plus,
Voilà. Tu te retrouves bloqué dans ta ça, boucle et le ouais. truc il tourne dans la boucle et il sort pas de la boucle. Il ne sait plus quoi faire, il reste plus. coincé en position demi-ouverte. D'accord. Parce que par exemple, il suffit qu'une articulation soit un petit peu grippée. Le système va interpréter ça. À ce moment-là, le moteur électrique ou le vérin force. Le capteur de couple s'en réfère à la logique du système C'est ça. et dit il y a un machin qui est en train de coincer dans le bidule. Et donc il est bloqué dans une condition stop, et il on n'en arrête sort plus. tout. Quoi. Donc cette SLK, elle était bloquée, elle avait tu roulais avec le toit à moitié elle ouvert. bloquait surtout quand il faisait froid. Quand il faisait plus chaud, ça Bah allait. oui, ça allait. c'est normal. Bah oui. Mais non, mais c'est C'était normal. non, c'était totalement logique. Ouais. Et j'avais mis du WD-40 et ça allait beaucoup mieux après. Bah en fait, non mais c'est pas ça, c'est qu'à froid, quand il fait froid, ton huile est plus dense et donc ton limiteur de couple, il arrive plus tôt, quoi, parce que ta pompe elle force. En fait, ils ont réponse à tout à chaque fois. C'est Non, mais tu sais que c'était la complètement conclusion que j'avais. Alors, pas du tout dans les mêmes termes que vous, mais c'était la C'est ça, conclusion. ça t'a semblé logique. Quoi. Exactement, exactement. Donc, je l'ai pas gardé longtemps. Et Ouais. pour la petite T'as roulé histoire, 6 mois avec. je me suis payé des vacances avec. C'est-à-dire qu'en gros, je l'ai acheté 5 000 € pour être totalement transparent. J'ai roulé, je lui ai mis, je crois, 10 000 km en peu de temps, en 4 mois. Mhm. Donc, T'as j'ai roulé. bien roulé avec. J'ai adoré cette caisse. Et elle driftait très bien d'ailleurs. Bah oui. Ah oui, ça drifte peut-être presque trop bien. même. Ouais, mais Ouais. franchement, c'était facile à comprendre. Ouais, mais J'aimais c'est bien des voitures vraiment, ludiques ça. Puis elle a pas beaucoup de puissance, ça faisait 136 chevaux, Oui. mais ça suffisait. Mais justement, c'est bien, c'est éducatif. C'était vraiment génial. C'était éducatif, c'est exactement ça, éducatif. Tu fais avec 500 chevaux, c'est C'est ce que j'aurais dû dire, que c'était une voiture éducative. À chaque fois que j'aurais. Ah non, mais c'est vrai parce que tu driftes, mais pas trop vite. Avec 130 Non, mais chevaux, tu exactement. driftes pas, tu vois, en 4 sur du sec, quoi. Tu driftes en 2 sous la pluie, quoi. Donc en fait, C'était c'est très exactement bien. ça. À C'était une 30 à boîte l'heure. méca aussi. Attention, Ouais. j'ai pas dit, c'était une boîte méca. D'accord. Quand même. Heureusement. Et oui, heureusement, parce que la boîte auto, elle est vraiment à chier là-dessus. J'en ai roulé une en boîte. Bah, et puis Ça avec va. 130 chevaux, ça peut être. ça Nico peut- n'est ça pas peut être- d'accord sur la boîte auto, non Bah, en fait, tu faisais une il y a- petite De moue. toute façon, elle ne fout pas un pied devant l'autre, cette voiture, donc avec une boîte auto, t'as plus. Tu sais, t'as on plus est, Non, non, mais- on est reparti dans le c'est de la merde ta bagnole. Ah, non, mais rassurez-vous, toutes les voitures sont pourries pour Nicolas. ouais, ça il faut vraiment En tout le cas, savoir. moi, j'avais- T'inquiète pas, tu J'avais auras 22 ans, j'étais très n'importe content avec quoi. ça. J'étais vraiment super Alors, content. blague à part, en vrai, moi j'ai toujours trouvé le design discutable de cette auto. Moi aussi, mais c'est ce qui la rend charmante. Mais par contre, je pense que pour le budget, en rapport qualité-prix, t'as pas beaucoup mieux, quoi. Pour un petit câble. T'aurais pas comme préféré ça, une Z3 de chez Une BM Z3. Parce Si, que moi, je voulais voilà. une Z3, mais la Ouais, mais Z3 une à ce moment-là, à elle 5 000 €, ça existe pas. Non, ça n'existait pas. 7000. 7 000 À ouais, mais l'époque. en. Ouais, mais moi, c'était 5 000 mon budget. Et que, Je suis même vas-y, pas tu sûr disais que sur la Z3 à- Si. Si, il est à 1,9 litre. Ouais. On parle de la Enfin, Z3 bon, là ça- Parce que si on vous ouais. fait chier, vous Oui. nous dites les gars. Non, mais on parle. Parce qu'on essaie Mais d'en non, mais passer une en avec fait, Anne. elles sont C'est- sorties en même temps, ces bagnoles, à quelques mois près. Et, C'est les rivales, hein. Voilà. Oui, mais c'est les rivales, c'est le duel. Exactement, Ouais, les deux ouais. concurrentes, Mercedes et BM. Et t'as la MX-5. Pardon Et t'as la MX-5. Ah, chez elle Mazda, était ouais. là depuis belle lurette, la MX-5. Ouais. La MX-5, c'est elle qui a relancé Le goût des ces petits- roadsters, les petits Ouais, roadsters. le goût Ouais. des petites voitures à 2 places décapotables. Puis ensuite, il y a eu ces deux bagnoles-là. Il y a eu le Boxster dans une catégorie supérieure. Et puis après, tout le monde s'y est collé. Et sur la MX-5, c'est 89, hein, si mes souvenirs sont bons. Ah ouais, C'est- La première avec les Ouais, pop-up là 88 ou 9. Donc ces deux bagnoles étaient concurrentes. Deux marques qui étaient un peu concurrentes avec des philosophies extrêmement différentes, BM et Mercedes. Elles sont moins différentes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à l'époque. Mercedes est devenue une marque assez sportive, bizarrement, et BM fait des voitures bourgeoises à présent. Mais à l'époque, dans les gènes de la SLK et de la Z3, on retrouvait encore les philosophies classiques des deux marques. Et effectivement, ce qui était un peu chiant avec la SLK, c'est que c'était un truc qui ressemblait à une petite bagnole de sport, mais qui avait quand même pas grand-chose de sportif, en fait. Même avec le... Totalement vrai. Même en Même compresseur Ouais, même en compresseur, même avec le V6. Il y avait un V6, ouais, les 230. Ouais, il y a des 320. 320, ça monte jusqu'à C'était sur la 320. 3 litres 2, mais ça, Ouais. elle était dispo qu'en boîte auto en plus. Donc t'imagines l'incohérence. Très Non, Mercedes. Non, ça va très bien, au contraire. Un gros 6 cylindres avec du couple et une boîte automatique à 5 rapports Mais qui c'est marche bien. moins fun, c'est ça que je veux dire en fait. Non, Bon, si. non. Bon, en boîte Si. auto, c'est quand Ah, même. mais- moins non, fun. bah, Moi, je je partage. T'inquiète, il partage. dira tout le Je temps que partage c'est parce pas que- bien. Non, Non, moi je partage. Il adore les Mercedes. Non, Regarde. J'ai dit que c'est bien. Non, mais là, c'est un débat philosophique en fait. Oui, Oui, c'est voilà. tout à fait. Exactement. Donc, on en a pour C'est-à-dire, 3 heures. En fait, Non, une ils BM, vont pas être une d'accord. Z3 en méca, c'est bien. Et la 320 en boîte auto Mercedes, c'est bien aussi. C'est ça que tu veux dire. Mais Les je deux crois sont Bah oui, bien. parce qu'en fait, Voilà. c'est bien, c'est complémentaire, parce qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas une voiture de sport, mais c'est une petite aisselle, en fait. C'est ça. ça. C'est une petite aisselle, c'est une aisselle Tu carrée. comprends bien ce que je dis, Samuel, contrairement à toi. Mais j'abondais dans ton sens. Je disais la même chose. Ils sont odieux. Non, mais Ils ok, sont odieux. en fait, finalement, Ouais. c'est vraiment deux autos avec des philosophies Voilà. différentes. Ouais, ouais, clairement. Et alors On que a la, une Z, pour cruise la Z3, et- effectivement, une Z3 automatique, là, pour le coup, je suis d'accord avec vous, c'est idiot. Hein. Même une 3 litres. Non, je vois pas trop. Sans compter que la boîte est super sur les BM en général, et les Z3 ne manquent pas, ne dérogent pas à la règle. Exactement. Alors Détachement, parfois. sur les Mercedes, oui, alors ça, c'est à une certaine époque. Voilà. Ouais, c'est autre chose. Mais alors que les boîtes méca sur les Mercedes sont, dans ces années-là, c'est un peu caoutchouteux, tu te souviens?
Honnêtement, ça allait. Mais en même temps, t'as eu une voiture seulement alors. Mais exactement. Attention, il en a roulé d'autres. J'ai pas de recul. Mais oui, à ce moment-là, moi, je trouvais ça cool. Est-ce que si je la reconduisais maintenant, je trouvais ça cool? Peut-être ta première caisse, en vrai, elle est toujours cool. C'est comme ton premier amour, donc c'était ta première caisse perso à toi, carte grise à ton nom, ta voiture. C'est cool. Mais alors attends, laisse-moi finir. Une Mercedes cabriolet quand même. C'est bien. C'est pas une R5. Il y en a qui ont démarré en Mégane. Il est en train de nous raconter une belle histoire. Donc tu t'es payé des vacances avec. Ouais, en fait, si tu veux, c'est juste que c'était aussi pour ça que j'ai pas pris une Z3. C'est que pour moi, c'était l'achat intelligent. C'est-à-dire que l'occasion est arrivée à ce moment-là, 5000 voitures cliniques, 50 000 km. Je me suis dit, je sais que je fais une culbute à la sortie, c'est sûr et certain. Donc, je lui ai mis des bornes. Je l'ai vendue, elle avait 62 000 et je l'ai vendue 7 500 €. Donc, avec ces 2 500 €, je suis parti en Colombie. Et j'ai vécu pendant un mois en Colombie à faire le road trip qui me faisait rêver, c'est-à-dire en Amazonie, etc. Un road trip, c'est toi qui conduisais? Ah non, quand je dis un road trip, c'était là pour le coup, c'était plus à pied, en bus, etc. Un food trip. Un food trip, si tu préfères. Un bon gros voyage, d'accord. Ouais, voilà. D'accord. Un trip. En Colombie, faire des trips, c'est courant. Et c'est assez courant. Figure-toi que c'est assez courant, et ça peut être dangereux, mais ça, c'est un débat. Et non, en fait, ce qui est assez drôle dans l'histoire, c'est que la voiture, je pensais qu'il y avait vraiment absolument rien à faire. Donc, je l'amène au contrôle technique avant de la vendre. Sauf qu'entre-temps, je pars en vacances avec des copains sur un voilier, et je demande à mon petit frère de l'emmener au contrôle technique, etc., de gérer tout le truc. Et il m'envoie un message quand je suis sur le bateau en me disant, en fait, ton contrôle technique, il passe pas. Sauf que moi, je devais la livrer à Aix-en-Provence 2 jours après. Donc, je devais traverser la France pour ça. Et là, c'est un peu la galère, tu vois. En fait, passe pas à cause de quoi? Un support batterie. J'avais un support batterie qui était corrodé, et ils m'ont embêté par rapport à ça. Ah bah dis donc. Ouais. T'es vraiment tombé chez des chiens galeux, là. Ouais, clairement. Et sauf que dans l'urgence, en fait, j'ai dû l'amener chez un copain qui était à 200 km, qui avait un garage, et il était très copain avec le contrôleur technique, donc je savais qu'ils allaient pas me faire chier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que surtout, vu que j'étais du coup en retard sur la livraison, j'avais juste la nuit et 3 heures après on va dire 2 jours pour rouler et l'emmener jusqu'à Aix. Donc en fait, j'ai pas dormi entre le moment où je suis descendu du bateau et le moment où je l'ai livré. Il s'est passé 48 heures et j'ai pas eu le temps avec tout ce bordel, j'ai pas eu le temps de vraiment dormir. Et j'ai roulé. Et je me suis fait arrêter en fait à Lyon. J'habitais en plus à Lyon quelques années avant, dans l'ancienne rue où j'habitais, en sens interdit, parce que j'étais tellement fatigué. Ah, t'as pris par habitude une rue qui était devenue en sens interdit. Ouais, c'est exactement. Et je me suis complètement perdu. Les flics sont venus me voir en me disant, monsieur, vous faites quoi, sens interdit? T'étais 3h du matin. Je rentre de Colombie. Ah non, c'était après, pardon. Et du coup, moi, j'étais perdu. Et ils ont bien vu sors du contrôle technique. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte avec son contrôle technique? Ils ont bien vu que j'étais perdu, quoi. Et ils m'ont dit, monsieur, il faut prendre un hôtel parce que là, vous êtes plus en état de conduire. Faut arrêter, monsieur. Ouais. Et du coup, je me suis arrêté. Et pour la petite histoire, c'est que j'ai facturé l'hôtel à l'acheteur, en fait. Bah, si nous écoute, il va être bien content. Tu vois le commercial, quand même. Si vous achetez une voiture à Yann, faites bien attention à 2 choses. D'une part, la validité réelle du contrôle technique. Et les supports de batterie. Les supports de batterie. Et surtout, le prix au final. Ouais, c'est vrai. La Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, et j'ai oublié un C, il y en a un autre, s'est intéressé au... Merci, ça doit être ça. Ouais. S'est intéressé au commerce automobile, là, récemment. Et il y a un paquet de réseaux, de groupes et autres qui sont en train de se faire taper sur les doigts parce qu'ils facturent justement des frais annexes au prix affiché complètement aberrants, des frais de mise à la route, de machin, de bidule, de ceci, de cela, mais jusqu'à des 1 200 €. Il faut venir chez Cars Up. Ce que Cars Up ne fait pas. Bah, si vous pouvez aller voir, vous allez sur le site Cars Up, vous regardez les autos en vente. Les autos, elles sont lustrées avant la vente, elles sont garanties, elles sont révisées, elles sont livrées avec le plein. Il y a 1 mois d'assurance inclus, il y a 1 mois de conciergerie inclus. Et ça, c'est dans le prix de vente. Pas de doute, allons-y. Allez, on y va. Ceci dit, pour ma défense, Non, mais le fait d'avoir non, mais je le dis quand même. Le fait d'avoir traversé la France pour ramener une voiture, c'est quand même une prestation que j'ai juste facturée avec une chambre d'hôtel, donc ça va. Franchement, le gars, c'est cadeau en fait. C'est vrai qu'il a fait une presta. Voilà, c'est une presta. Hein. C'est une presta. C'est cadeau. Donc en fait, non. Plus, oui. Ouais, non. C'est pour ça que j'ai aucun remords. T'aurais pu dormir dans un meilleur hôtel. Donc voilà, non mais je te rassure, je suis pris à bel hôtel. Je suis pas complètement con non plus. Au Cars Up Talk, on a un petit jeu qu'on lance là. C'est chaque invité, on va lui demander, et puis nous, on va le faire à chaque fois. Le top 3, le quiver que tu veux. Tu sais, le quiver chez les surfeurs, ils partent, ils disent, bon alors voilà, dans mon sac de bagages, je veux une planche qui fait ça, une planche qui fait ça, une planche qui fait ça. T'as droit à 3 voitures. Ok, donc la 355, c'est sûr qu'elle est dans le lot. Ok, 355 normal. Non, GTS. Market... Ouais, GTS. GTS, ok. GTS avec une config intérieur camel et XT soit bleu, soit vert anglais. Très vert bon. Anglais, il n'y en a qu'une en Europe, donc comme ça au moins c'est réglé. Donc déjà, il n'y en a qu'une, d'accord. Elle n'est pas en vente en plus, donc je sais exactement où elle est. Une quoi? Une quelle couleur? Une vert anglais, enfin tu sais, British Racing Green. British Racing Green. Il Racing n'y en a qu'une, une 355? Ouais, avec la config que je veux intérieur, ouais.
Donc c'est quoi, c'est l'intérieur camel? Ouais. Comment tu peux être sûr qu'il n'y en a qu'une? Quand je te dis sûr, c'est de tout ce qu'on a pu me dire en fait. Tu sais D'accord. jamais celle qui est dans une Ok. grange ou quoi. Enfin, en tout Oui, cas, celle qui ok. est connue des marchands, etc. Tu vois. Ok, d'accord, c'est pas. Non, j'ai c'est pas la donnée basé Ferrari, sur les- j'ai pas la c'est donnée basé- Ferrari, ok, c'est attention. pas donné sur les D'accord. chiffres de prod, quoi. Je comprends. Non. Parce que ça, par contre, c'est peut-être un truc qui est accessible, je vais pas dire facilement, mais qui est trouvable, quoi. Tu penses? Je suis pas Dans sûr. ces années-là, je sais pas. Aujourd'hui, C'était pas Ouais, forcément- à l'époque, ils savaient peut-être même pas eux-mêmes, quoi. Ouais, c'est possible. On va pas jeter des cailloux sur Ferrari, mais c'est vrai qu'il y a eu des années où. Ils en prennent déjà assez plein où la il y avait gueule. des sujets de rigueur, quoi. Non, mais c'est vrai, c'était les années où ils étaient pas hyper rigoureux, quoi. Ouais, c'est assez variable d'ailleurs, parce que parfois il était il était avant, et puis un peu moins, et puis un peu plus. Ça dépend un peu de ce qu'il fabriquait aussi. C'était compliqué une 355. Hein, donc les problèmes qu'on a avec les 355 sont liés objectivement à la complexité de l'auto. Ouais, la voiture est vraiment compliquée. Ouais. Techniquement, Ouais. elle est compliquée, quoi. Ouais, c'est une Quand voiture. tu veux faire un vachement embrayage bien. dessus, Il n'y a pas que ça. T'as des suspensions pilotées, t'as 5 soupapes par cylindre, t'as des collecteurs d'échappement de ouf, avec des tas de trucs dedans qui posent des problèmes d'ailleurs. Enfin, c'est une voiture par contre, c'est une complexe. voiture de ouf, quoi. Mais c'est une des meilleures. Dans les petites, dans les petites Ferrari, c'est une Ah, des moi, je meilleures. trouve ça magnifique. C'est intemporel comme ligne. Ça Ah, fait c'est un hyper bruit beau. de l'enfer. Mhm. Tu mets une belle ligne dessus. Enfin, c'est juste fou. Et je trouve que c'est très bien. Enfin, moi, je trouve que la config camel bleu, Non, mais de toute façon, les bleus azur chez Ferrari qui tirent vers le gris métal, là, C'est sublime. c'est sublime. couleurs de ouf, ça. C'est sublime. C'est vraiment C'est des couleurs sublime. de ouf, quoi. Ouais. Je sais pas si en 355 ils en ont fait beaucoup. Je vois plus des bleus plus profonds. Bon, bref. La deuxième. Deuxième, écoute, ça serait une moderne, je pense. Ouais. Donc, je dirais 991 GTS en Targa. Ouais. Pareil, config un peu hors du commun. Moi, j'aime bien tout ce qui est intérieur. Je pense que je serais le genre de connard, tu vois, à avoir un peu des voitures matching en termes de config. Ah, c'est Ça, c'est le genre de intéressant. truc qui pourrait me faire kiffer, moi. C'est vrai qu'il y a deux philosophies. Ouais. T'es d'accord? Ouais, mais Tu moi, vois je serais. Remarque, je dis ça, j'en sais rien, en fait. Mais c'est vrai que je trouve que tu ouvres ton garage et t'as une collection de voitures British Racing Green. Qu'il y a une cohérence. Euh, Un truc, ouais, C'est d'accord. vrai que c'est pas très original, mais ça reste. Non, mais, c'est pas très original. ça On se veut défend. tous avoir ce genre de config. Ouais, Ça, quand c'est tu arrives, c'est magnifique. bien. Hein. Ça C'est magnifique. se défend Sublime. vachement. Et la dernière, en fait, c'est une voiture qui fait beaucoup parler par rapport à mon podcast, parce que j'en ai beaucoup parlé aussi au début, et j'ai un peu arrêté parce qu'il y a un vrai engouement Ouais. qui m'a un peu dépassé. Ouais. C'est une Xara VTS. Ah oui, là, on est dans le budget illimité pour le coup. Ah ouais, là, faut heureusement, sortir. C'est vous avez bien full fait de pocket, dire. là. Ça va pas C'est être full facile, pocket. là. Ouais. Mais le souci, c'est qu'en fait, moi, je cherche une configuration qui est très, très, très compliquée à trouver. En tout cas, je n'en ai jamais vu en vente. Première phase, Phase 1, d'accord. grise, donc le vrai slipper, quoi. C'est-à-dire que tu la vois au feu rouge, tu te dis, c'est la voiture de Et c'est papier. le gris ou le gris bleu? Parce que la Xara VTS, elle avait une espèce Non, de gris bleu. Le gris silver. Et merde, il s'y connaît en Xara VTS aussi. Est-ce qu'on en a déjà parlé, ouais. Là, on n'a pas le cul sorti des ronces. Là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 Le la gris 432 ou le- Non, mais on va revaloriser cette T'as voiture. le moteur B12GI ou le B12Z? Non, c'est TU quelque chose. Non, mais j'avais trouvé la référence du moteur, c'est XHN4UVC. C'est une un caisse truc de- incroyable. Ah ouais. C'est le moteur de la 306 16. Ouais, C'est. c'est le 2 litres 4 Moi, cylindres. j'ai appris à conduire cette voiture. Ah, c'est pourquoi? Parce que c'était la voiture de. C'est la voiture de mon grand-père. De ton grand-père. Et en fait, quand il est décédé, j'avais 18 ans et moi, j'ai demandé à récupérer la voiture. Ma mère n'a pas voulu parce qu'elle Ah. disait que c'était trop puissant. 167 chevaux. Ça Train marche, arrière hein. directionnel. Et ça marche quand même. Hein. Train arrière directionnel. Ouais. Oh, il y a de la techno. Enfin, dis donc. autodirectionnel. Hein, c'est Non, un mais il truc, paraît que c'est une bonne manière. Ouais, mais ça, paraît que marche, c'est ouais. toutes les comment s'appelait le modèle d'avant, la ZX, c'est ça, non? Oui. Ouais, la ZX Et, avait en ça. fait, ZX 306, elles ont toutes cet essuie arrière qui est monté sur des Ouais, cylindres des blocs. pivots. Ouais. Non, pas des pivots. En fait, c'est les cylindres blocs qui se déforment. Ok, d'accord, je pensais que ouais. c'était des espèces En de fait, pivots. ce sont des caoutchoucs à déformation programmée, en quelque sorte. Ouais, qui sont. Et en fonction de l'appui qui s'exerce dessus, puisqu'en fait, quand la voiture est en Ça appui, vient faire varier ton angle Et de ça- braquage. Quoi. voilà, et en fait, ça fait pivoter légèrement l'essieu arrière entier, qui est un essieu un peu comme sur les Golf, en fait. Ouais, hein. parce que tu le vois dans les vidéos de rallye, les mecs qui tapent des trottoirs, qui déposent le train arrière Tout le train complet. arrière, effectivement, voilà. Et donc, D'ailleurs, c'est la maladie. ça train s'appelait comment ces roues semi-indépendantes? En fait, c'est un système. Ça a été inventé avec la Golf, ce machin-là. En fait, au lieu d'avoir des bras de suspension avec les roues comme ça et l'avant de la bagnole par là, montés sur des axes comme une Renault 16 ou une Renault Ouais, 5 bien sûr. ou une 4L, indépendants l'un de l'autre, on rejoint ces deux bras par une poutre transversale. Et cette poutre transversale sert de barre anti-roulis, en fait. Ok. Eh oui. Et surtout, c'est très facile à construire, puisque tu n'as pratiquement plus d'articulation. C'est un essieu déformable, en fait. Et tu suis? Ouais, je te suis, mais je vais vite te couper parce qu'on va vite en partir. Vas-y, poursuis. Ensuite, il faut raccorder ce bidule à la caisse.
Et c'est là que chez Peugeot Citroën, chez PSA, ils ont eu cette idée extraordinaire de le raccorder à la caisse, je résume, par des cylindres blocs qui se déforment sous l'effet du transfert de masse. Sous l'effet de l'appui. Quand ta voiture est dans le virage, idéalement, pour prendre un virage, il faudrait que les roues arrière braquent très légèrement dans le même sens que les roues avant. D'accord, ok, j'ai compris. D'accord. T'appuies et si tes roues avant braquent comme ça, les roues arrière doivent braquer légèrement. Comme le font de la même manière. toutes les modernes. Les 4 roues directionnelles. Passer 50 à l'heure, ce qui ramène l'arrière de la voiture à l'intérieur du virage et ce qui donc contrecarre le survirage. Bref, merci Nico pour cette interview technique, c'était très cool. Donc, Taxara. Je veux la même config que celle de mon grand-père, intérieur cuir, phase 1, et ça n'existe pas. Et ça n'existe pas? Quelle couleur? Cuir noir, c'est un cuir noir classique. Ça doit exister, forcément. Mais si, ça existe forcément, mais en vente, pas tuné d'origine, c'est introuvable. Des gris argent, tu en trouves, mais pas avec l'intérieur qui te convient. Ou alors en phase 2. En fait, et le problème que j'ai, c'est que maintenant, mes auditeurs m'envoient des annonces absolument tous les jours. D'accord. De Xara VTS, qui sont souvent même pas des VTS, mais des 136 chevaux badge VTS. Ouais. Des phases 2, alors que j'ai toujours dit bien que je voulais une phase précisé. 1. La phase 1, elle a le petit phare. Elle a les petits feux, comme ça, et la phase elle 2, a elle a les un gros gros truc comme ça. Donc déjà, c'est pas une voiture spécialement belle, mais en phase 2, elle est encore plus Elle moche. est carrément chum. Ah, Ouais, c'est on vrai, peut le dire. c'est vrai qu'en phase 1, elles ont le petit feu devant. J'avais Ce carrément oublié. qui donne un petit côté sportif, Ouais, tu vois. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Attends, c'était celle qui faisait du WRC avec l'homme. Exactement. C'est Mais bizarre. non, après, il y a une version, tu sais, Sébastien Loeb, justement. La rouge avec les jantes blanches à bateau, Ouais. tu sais. Ouais. Et ça, il y a plein de gens qui me l'envoient et je leur dis, les gars, en fait, moi, je veux un slipper. Donc, je vais pas prendre une voiture rouge avec des jantes à bâton et 2 grosses sorties derrière, tu vois. Sinon, tu prends une Subaru Impreza. Oui, voilà. Non, mais c'est ça, une bleue avec les jantes en or. Voilà, avec les étoiles sur le côté. Là. Mais donc, j'en profite pour passer ce message. Si vous pouvez arrêter de m'envoyer des annonces, ça m'arrange. Et en attendant, on a un top 3 là, qui est vachement raisonnable. Il est très bien. Ah, mais il est vachement bien, son top 3. Mais éclectique. Éclectique, Ouais. il est bien. Raisonnable. On a une moderne pour aller chercher le pain en Targa. Je pense qu'il est raisonnable parce que j'ai tout simplement jamais conduit d'hypercar et en fait. Tiens, justement, la voiture la plus puissante que tu as conduite, c'est quoi? La voiture la plus folle que tu as Ah, conduite? ça va pas plaire aux puristes, ça. RS6 C7 reprog à 700 chevaux. La voiture du diable. Bah, mais non, mais c'est vrai qu'en termes de Et puissance. Panamera Turbo S. Panamera Turbo En S, termes c'est de bien. puissance, si la question c'est quelle est la plus puissante que tu conduis. Celle qui t'a le plus impressionné? La plus sensationnelle, c'est, je pense, un Boxster Spider. Ah, Boxster Spider. J'ai vraiment adoré. Bonne auto, ça. J'ai vraiment adoré cette caisse. Ok. M3 Compète, les dernières aussi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'émotions avec une voiture aussi récente. C'est un peu furieux comme voiture quand même. C'est assez furieux, ouais. Et encore, celles-là, elles sont en X-Drive. Elle est en X-Drive, ouais. Mais ça se déconnecte bien. Beaucoup moins furieux, ça. Non, mais ça se déconnecte, en Ouais, fait, ça à deux modes. déconnecte, je sais. Si tu veux, j'ai beaucoup de voitures qui me sont prêtées par des marques. D'accord. Donc c'est malheureusement ou heureusement, C'est ça du dépend moderne. comment On le voit C'est sur plutôt des Insta, modernes. ouais. On le voit sur Insta. On le voit sur Insta, ouais. C'est plus pour faire, si tu veux, mes trips quand je vais rencontrer mes invités. J'en profite pour lier l'utile à l'agréable. Bah, t'as bien Prendre raison. le train, quoi. Beaucoup chez Audi, hein. On entend RS4, Ouais. RS6. Non, Porsche aussi. Non, Porsche, c'est nouveau, la collab avec Porsche. En fait, le souci, c'est que souvent, je fais des gros trajets. Et il y a peu de marques qui veulent mettre 3000 bornes dans une caisse, tu vois. D'accord. Donc là, j'avais eu un Spider où je pouvais mettre 3000 bornes au Spider, ce qui est quand même assez incroyable. Bah oui. Ouais. Malheureusement pour moi, il m'arrivait une mésaventure que je raconterai bientôt dans les détails, mais en gros, c'est que j'étais en pneu Sport Cup, qui avait fait un peu de piste, et il y a eu de la neige sur le trajet. Ok. Et C'était c'est long, pas- quoi. Non, mais c'est pas possible. T'as fait des road trips un peu rigolos? À part ceux-là? En voiture, Ouais. non, moi j'ai fait surtout des road trips en moto, donc là on va pas être dans le sujet. Ouais, t'es motard, toi, t'es très motard, toi. Je suis très motard, ouais. Ouais. Bah, parce que c'est différent la moto, c'est une autre philosophie, mais c'est surtout que c'est plus accessible, on va dire. Tu peux te faire plus rapidement plaisir avec des plus petites sommes. Ouais. Ouais, C'est tout ça. tout à fait. On en parlait avec Timothée qui travaille chez nous, là, qui gère le commerce. Et regardez, lui, il est motard. Et regardez, on a quelques motos qui sont ici, qui appartiennent à des clients qui ont des autos et qui ont mis quelques. Et si je dis pas de bêtises, au fond, là-bas, il y en a une ou deux qui sont un peu énervés, quoi. Ça doit être des trucs qui font 150 chevaux, un truc comme ça. On disait, tu vois, une bécane, une grosse sportive, alors je connais pas les marques, je vais pas me faire taper dessus, mais une Ducati, etc. Tu payes ça, quoi, 30 000 € neuf. Ouais, oui, mais moins des fois. Hein. Oui, t'as déjà un beau truc. Hein. Ouais, 30 je 000, te parle, là, non, mais t'es je te parle d'un truc de furieux, quoi. Ouais, 30 000, c'est bien. Et en vrai. fait, t'as les perfs de la top Ferrari qui Bien sûr. sort. Ouais, bien sûr. Très peu de gens sont capables de les exploiter, oui. Ça, Oui. c'est évident. Ah oui. Moi, j'en fais pas partie, en tout cas. Moi non ça, c'est plus. sûr. Moi, Ce que je veux dire, c'est que motard aussi, et- l'accès à la performance, Tout à fait. tu l'as pour. Tout à fait. pour Bah, le dixième du prix. Le dixième du prix, quoi. Tout à fait. Enfin, Et tu parce parles que de moto. tu peux même acheter une moto à 3000 balles sur le bon coin. Ouais. Alors, c'est non, pas mais pour la performance, mais je l'ai payé 3000 balles. Hein.
Ok, donc t'as une Africa Twin, qu'on a vu au départ. Ouais, Et tu l'as payé 3000 balles. j'ai payé 3000 balles. Et, Elle était un peu chère, non? Ah non. Non, Toujours c'est le les mot prix. pour rire, Nico. C'est les prix. Il y a un mec qui m'a proposé 10 000 il y a 2 semaines. Tu vois, donc, Ah ouais? Ah ouais mais le mec est fou. Oui, il est Parce fou. que, Ouais. Le mec est fou. Ouais. Mais non, mais oui, c'est beaucoup moins cher. C'est d'autres Bah, c'est budgets. certain. En dessous de 10 000 euros, tu t'achètes 95% de ce qui existe en moto, en fait. En Clairement. occasion. C'est vrai après, que c'est pas les mêmes tarifs. Le problème, c'est que la plupart des gens qui roulent en moto maintenant, surtout à Paris, c'est des GS et donc c'est un peu plus cher. Oui, mais ça, c'est les Oui, GS bon. 250. Les GS, c'est les grosses Mercedes, gros- les grosses non, BM. BM, pardon. Tout le monde Oui. roule à- oui. C'est les Ça reste des motos super. hein. gros trails BM, ouais. Moi, je Et fais c'est un les cardan, signes, la transmission, c'est ouais, ça? oui, oui, toujours Ouais, les- C'est ouais, ça la tout- spécificité. Hein. Ouais, tout à fait. C'est une des grosses. Oui, puis c'est le gros flat tune. Si tu voulais faire un road trip, genre tu pars là, donc on t'a demandé pour des Ouais. road trips, si tu devais partir loin, tu pars 1 an, tu pars en voiture 1 an, qu'est-ce que tu prends comme voiture et qu'est-ce que tu mets dans la boîte à gants? Je pense que je resterai fidèle à Porsche Ouais. sur un road trip. Je vois bien, tu vois, pas une trop. Enfin, je voudrais une Porsche vintage, mais pas trop. Donc là, je pense que je resterai sur la 996. Ouais. Franchement. Ah, c'est vintage, une 996. Bah, c'est ouais, c'est quand même. considéré Ouais. comme une classique, hein, je sais pas. Ouais, c'est une Youngtimer, ça y est. Mais on nous, peut c'est le la dire. voiture de quand on avait 3 ans, nous. Ouais. Nous, c'est les voitures qu'on avait quand on était Ok. petits, ouais. Ouais, c'est Euh, logique, ouais, bien sûr. Et donc, le vrai coffre de toit, tu vois, la. Ah oui, un peu comme celle sur Instagram du mec là. Ouais, mais il y en a avec les plein, phares il y en a jaunes. plein qui ont fait ça. hein. J'ai spoté un couple comme ça au Mans Classique qui dormait sur le toit de leur 911. J'ai spoté un. J'ai spoté un couple. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Et qu'est-ce que tu mets dans la boîte à gants, justement? Je mets un seul objet, Ouais. une paire de lunettes de soleil, parce que j'en ai tout le temps. Ok, elles sont très cool tes lunettes d'ailleurs. Bah, c'est gentil. Mais, Un ouais, enregistreur. Et tu pars vers où? Non, moi, je voudrais faire l'Inde, moi. En Inde. Ouais. En voiture, on a là. Ouais, bah, c'est pour ça que ça me fait un peu marrer, ouais. Parce que. Faut une Dakar, quoi. C'est pas l'idée auquel tu penses, tu vois. Peut-être que dans la boîte à gants, faut mettre une boîte de Smecta au lieu de mettre. Alors, ça, c'est possible aussi. Je suis jamais allé en Inde. hein, Et donc, deux, trois autres trucs peut-être, ouais. je pense que c'est un vrai délire. Ouais, forcément, l'Amérique du Sud, c'est ce à quoi tu penses peut-être naturellement. Et je pense. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce vers quoi j'irai naturellement. Mais j'aime bien, si tu veux, quand je pars en voyage, ce qui paraît depuis longtemps, aller vers des destinations qui m'attirent pas de base. C'est-à-dire que j'aime bien le côté aventure. Ouais. Et me mettre un peu dans la merde, entre guillemets. D'accord. C'est un peu bizarre comme concept, mais. Non, pas du tout. moi, c'est ce c'est qui me le plaît dans le dépaysement, quoi, en fait. C'est le Ouais, dépaysement, exactement. quoi. C'est le sel du voyage. C'est Très très bon. Ok, c'est bien. Tu ferais quoi, toi? Moi, je sais pas, j'y réfléchissais, je me dirais, j'irais bien dans un pays sec déjà, parce que la flotte, j'ai pas trop envie. Truc dans le, tu vois, Mexique, un truc dans le Chihuahua, je sais pas quoi. Je pars avec, on va dire qu'on reparle de BM et qu'on reparle des mêmes bagnoles tout le temps, mais je pars avec une E30 stock, normale, une 325 phase 1, ou phase 2 même avec les pare-chocs. dans un pays chaud. Une 325, ça passe partout, c'est génial. Une 326. Oui, bien sûr. Ouais. Non, c'est juste le refroidissement. Non, mais t'enlèves le Oui. visco, tu mets un spal et puis tout va bien. Voilà, C'est ça. exactement. On est Et puis d'accord. tu perces le Calorsta, comme ça, t'as aucun problème. Et puis elle Quand il fait chaud, chauffera jamais. Ça sert à rien, tu l'enlèves. Tu l'enlèves, voilà. Et parce que je On est sais en que train de la le bagnole, perdre elle tient partout, hein, tu vois, c'est bien. Et dans la boîte à gants, tu mets quoi? Et ben dans la boîte à gants, franchement, je mettrais un iPhone. Parce que c'est le couteau suisse des temps modernes, t'as tout dedans, t'as la carte bleue. Ah oui, c'est de la technologie. J'ai une vieille bagnole, mais un iPhone 9, j'ai le GPS, voilà, tu t'en sors, tu fais tout avec un iPhone. Voilà. Bah toi, Nico, qu'est-ce que tu prends comme voiture pour le road trip et tu mets quoi dans la boîte à gants? Alors moi, j'avais une super envie quand j'étais jeune. C'était de faire le tour de la Méditerranée en voiture. Ah ouais. Ouais, c'est une idée qui me fascinait. J'ai rapidement réalisé, rien qu'en énumérant les pays qu'il faut traverser, qu'il y a des endroits où tu peux pas passer. Par exemple, Liban, Israël, non, tu passes pas. Donc, et c'était déjà le cas il y a 30 ans. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est pas. Alors, ça suppose. Bon, cela dit, il y a des gens qui font le tour du monde. Pour faire le tour du monde, il faut prendre un bateau un moment de temps en temps pour aller d'un continent à un autre. Donc, pourquoi pas éventuellement. Faire une virgule, quoi. Faire une virgule, exactement, par la mer. Mais je pense que c'est une balade qui doit prendre un petit peu de temps et qui te fait découvrir autour d'un bassin commun, c'est le cas de le dire. Mhm. Une variété de situations, de peuples, de cultures, de langues, d'habitudes culinaires, de je ne sais quoi, assez incroyable, et en restant à 3 heures de chez toi, C'est vrai, t'es pas loin. En cas de rapatriement sanitaire, quoi. en cas de rapatriement sanitaire, par exemple. Et ça, je trouve ça assez amusant. Et l'auto, alors Quelle auto alors, la voiture à laquelle je pensais, il y a 30 ans, quand j'avais envie de faire ça, c'est complètement idiot, hein. Je ne sais pas pourquoi je pensais à ça. Je pensais à une Alfa Giulia Speeder, les petites Alfa Giulia Speeder.
parce que c'est une voiture un peu ancienne, simple, solide. Et je mets quoi dans ma boîte à gants? Alors je prendrais pas une Giulia ou une Giulietta Speeder. Hein. Alors qu'est-ce que tu prendrais finalement? Je sais pas, peut-être... non, je prends un truc pour pas être emmerdé dans lequel je peux dormir et qui soit ni trop simple ni trop compliqué. Une Mercedes Break? Peut-être, oui. Ouais, tiens, tu vois. Une E320. Non, peut-être pas celle-là, mais effectivement un truc relativement simple, sans trop d'électronique, réputé pour sa fiabilité. Tu trouves des pièces à peu près partout. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de 4 roues motrices quand on n'est pas pressé. Non, je pense pas. Donc je dirais oui, un break série 124, là, comme celle que j'ai, ou très bien. Ou peut-être même pas la génération d'après parce qu'elles sont moins solides. Bon. Et dans la boîte à gants? Et dans la boîte à gants, un Victorinox multifonction. Parce que ça, c'est certain, tu te sors de tu l'utiliseras. Ah ouais, mais... Toi, Sam? Alors moi, ça va vous paraître étonnant parce que c'est ni une voiture qui me fait rêver, ni une destination qui me fait rêver, mais par contre, le périple me ferait marrer. Et en plus, c'est une voiture qu'on peut voir actuellement, vu que c'est une 612. Alors déjà, c'est étonnant. Ah oui, donc toi, tu rigoles pas du tout sur un trip. Et en fait, je ferais un Paris-Pékin. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'au lancement de la 612, ils ont fait Paris-Pékin avec des 612. Ils avaient dû mettre des pneus tout-terrain, mais sinon, elle était... Et des roues de secours sur le toit. Et des roues de secours sur le toit. Ouais. Elles étaient blanches et rouges. Ouais. Et ils ont fait Paris-Pékin en passant par tout un tas de pays et pas mal de pistes, finalement, quand même. Et ça avait l'air vachement marrant. Et pour l'anecdote, et je salue Sylvain, qui est un client, un ami, et même un investisseur chez nous, qui a eu une 612 pendant longtemps. Je l'ai longtemps roulé avec cette voiture. Et finalement, j'ai pris goût à cette voiture qui a une espèce de charme un peu indescriptible. C'est bizarre comme voiture. C'est très bizarre comme voiture, mais en fait, il y a un truc, quand tu es à son volant, il y a quand même un truc un peu particulier, quoi. Ouais, c'est-à-dire je saurais pas décrire, mais tu es à la fois dans une énorme GT, et en même temps, tu es dans une voiture qui accélère fort. Enfin, elle a un truc un peu particulier, quoi. D'accord. C'est rigolo par rapport à notre essai d'Aston V8 Vantage. C'est pas du tout volant, mais ça, il y a le même décalage entre ce qu'on attend, ce qui s'en dit et ce que tu éprouves au volant. Tu dis c'est un veau, c'est nul, tu dis machin c'est une et grande tout. péniche, quoi. Et en fait, alors, elle est au freinage, tu peux te faire surprendre parce que c'est quand même lourd et c'est gros et tout. Mais par contre, c'est un truc, c'est un TGV, quoi. D'accord. C'est un et TGV. Puis, le moteur est un pétard à mèche courte. Ah ouais, c'est un V12 5 litres 7. Pétard à mèche courte. J'aime bien cette expression. Ça allait bien. Hein. C'est comme démarrer, c'est pareil. Non, mais c'est une petite. Enfin, c'est comme une 599 un peu plus polissée, tu vois. Ouais, mais en fait, mais t'es surpris par comme ça marche. Ben oui, en fait, pour quelqu'un qui ne connaît pas ce genre de voiture, ça donne des impressions de voiture de course quand tu commences à rouler. Mais c'est ça. Et ça, c'est le truc. Ça, c'est vraiment le truc qui me ferait marrer de faire ça, tu vois. Ouais, de le refaire. En revanche, j'ai une expérience en 612, c'est la descente de l'avenue Marceau à Paris, entre l'Étoile et le pont de l'Alma. Les bruits de suspension? Les bruits en général, parce qu'il y a des les pavés, bruits de suspension et la raideur de la suspension. Parce que l'avenue Marceau, elle est pavée, elle est déglinguée, c'est un vrai champ de mine. Et je m'imagine assez mal sur une piste avec ce type de suspension. Tu dois être bien secoué toute la journée. Ouais, sans doute. Mais c'est très insolent. Hein, mais c'est un truc qui me ferait rigoler, quoi. Parce que pour le coup, c'est improbable. Et en plus, l'Asie n'est pas forcément une destination qui me fait rêver, quoi. Donc, ça serait un truc qui me ferait marrer. Et dans la boîte à gants, je mets un truc que j'avais dans la 612 à l'époque et qui m'a dépanné 2-3 fois. C'est un petit boîtier OBD qui te permet d'effacer les défauts quand t'as un truc qui apparaît. Parce qu'en fait, 90% des pannes sont pas des pannes, quoi. C'est le boîtier OBD spécial italienne, quoi, en fait. Hein. Oh, c'est même pas, c'est un truc à 15 €. Non, mais je veux dire, les italiennes en ont tout le temps des défauts. Ah ouais, mais toujours. C'est l'efface-mémoire. C'est ça, l'efface-mémoire. Tu sais, quand t'as une voiture moderne, c'est top d'avoir ça. Hein. T'as ça dans la boîte à gants, ça s'allume, tu le branches, tu fais un effacement de défaut et dans 90% des cas, ça règle la panne, quoi. Enfin, ça règle pas la panne, mais ça règle le voyant, quoi. Ouais. Qui est souvent lié à une petite rupture de contact à un moment dans les transmissions d'infos. Sur une 612, ça peut être lié à plein de choses. Quoi. Ouais, t'as le capteur de la ceinture, t'as le truc, enfin, c'est tâté. Tu m'étonnes. Ton prochain invité, t'as une idée, tu sais? Oui, ce sera Adrien Tambay. Il a déjà été tourné. D'accord, ok. Je crois que tu le connais bien. C'est un ami en plus, ouais. On lui dit bonjour, Adrien, si tu nous écoutes. J'imagine qu'il va... moi aussi, je le salue. J'imagine qu'il va venir ici, en plus. Il va venir nous voir prochainement, ouais, tout à fait. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Mais oui, donc Adrien Tambay, qui a déjà été tourné. Puis après, j'ai plein d'autres tournages qui sont en prévision. Ouais. Et je te dis ça, mais le prochain épisode qui sort vraiment là, très prochainement, c'est une table ronde avec Camille Guicas, Jean-Yves Vergne,
André Lautereur et Raoul, justement. D'accord. Ok. Que j'ai tourné à Megève il y a 3 semaines, je crois. Ok. Et j'ai toujours pas sorti parce qu'il y a beaucoup de temps de traitement et que j'ai pas commencé à le monter. Mais c'est plus moi qui monte, mais bon, bref. Parce qu'il y avait un événement à Megève. Ouais, ça, c'était un concours d'élégance. C'est vrai, ça. Et la suite pour toi, tu continues les podcasts et t'as des projets en préparation, t'as quelque chose, si tu veux en parler? Ouais, mais je vais pas faire du podcast toute ma vie. Oui, justement, c'est pour ça qu'on. Mais dommage pour nous. Mais... Non, mais en fait, si tu veux, maintenant, c'est l'ouverture vers plein d'autres projets. Ça m'a créé un réseau en 2 ans qui est juste gigantesque pour en si peu de temps. Ouais. Donc, ça crée plein d'autres opportunités, potentiels investisseurs qui veulent mettre des billes sur d'autres projets, etc., etc. On verra. Je pense que j'ai envie de me remettre un peu plus dans des projets physiques. D'accord. Je suis un peu à l'ancienne, moi, là-dessus. C'est paradoxal ce que je veux dire, mais je suis pas très digital. Ah oui, c'est paradoxal. C'est très paradoxal. Tout le monde croit que je suis un geek, alors que pas du tout. Mais alors vraiment, si tu me voyais gérer un ordinateur, tu saurais. Vraiment, je suis pas du tout un geek. Et donc, je suis plutôt très dans le tangible, en fait. D'accord, dans ce que tu peux... Ouais, donc peut-être des projets dans l'événementiel, peut-être dans... D'accord. Je sais pas encore, il y a plein de pistes. Mais je développe surtout beaucoup mon agence en ce moment. Donc maintenant, je produis du contenu pour des marques. Donc là, il y en a qui sont en signature, dont je peux pas forcément parler, mais des grandes marques dans l'automobile, dans le luxe, où je crée leur podcast, en fait. Ah, d'accord. Donc j'amène l'expertise du podcast et je leur crée du podcast marque blanche. D'accord. Donc c'est-à-dire que c'est le leur, ça n'a rien à voir avec Dans la boîte à gants. Ok. Je leur amène juste mon expertise et je leur dis, les gars, qu'est-ce que vous voulez? Et moi, je vous le fais, en fait. Je vous donne des conseils, vous en voulez, c'est super. Vous voulez en faire qu'à votre tête, c'est super. C'est super, moi je vous fais le truc. Mais ça va moins marcher, vous verrez. D'accord, mais en gros, c'est ça. T'amènes une expertise. Bah écoute, tout ce qu'on peut se souhaiter, c'est que ça marche bien. Bah, merci beaucoup. Et puis, on voulait te remercier d'être venu avec nous. C'était un plaisir. On voulait te remercier d'avoir pris le temps de venir nous voir ici, parmi toutes les autos, les plus belles autos, plus belles les unes que les autres. Et on voulait te demander, comme tu termines souvent tes émissions d'une certaine manière, en tant que parrain de Cars Up Talk avec nous, qu'est-ce que tu nous souhaites à nous pour la suite? Mais je vous souhaite pour l'émission déjà de continuer à kiffer, parce que je pense que c'est le plus important, d'aimer ce qu'on fait, surtout sur un format comme ça. Et puis forcément pour l'entreprise, après si on parle de l'entreprise, qui continue à se développer autant, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois à ça, mais je leur dis là, mais c'est juste hallucinant tout ce que vous arrivez à faire en si peu de temps. Et j'ai l'impression, j'arrive même plus à suivre en fait le développement tellement ça va vite. Nous non plus. C'est genre, nous non plus. Tu sais, c'est une machine qui j'ai l'impression elle vit toute seule. C'est pour ça qu'on fait des Cars Up Talk, c'est pour s'asseoir un peu. Tu vois. Pour avoir le temps de discuter. Et c'est ça qui est génial. Continuer à avoir des moments aussi comme ça, là où on n'a pas de réseau, on est juste en train de discuter. Et malheureusement, c'est trop rare ces moments-là. Je pense qu'on est tous pareils ici. On a des notifications toutes les 2 minutes. Oui. Moi, quand je vois le temps que je passe sur mon écran, j'ai envie de me jeter d'une fenêtre. J'imagine. C'est l'enfer. Et donc, c'est des moments qui sont cool, quoi. Ah bah, c'est top. Donc, continuez à kiffer. Et forcément, développement de votre business, quoi. Continuez à rencontrer plein de gens. Et je pense développer aussi la passion automobile, c'est-à-dire faire comprendre, on le fait tous à notre manière, faire comprendre que dans l'automobile, c'est bien plus que juste une machine qui pollue, entre guillemets. C'est ce qu'on essaie de faire. Ouais. Et voilà, c'est des histoires, et c'est surtout des histoires humaines, en fait, derrière. Merci Yann pour ces mots, parce que ça conclut plutôt bien. Donc, oui, coup, à la tout prochaine, à fait. Et ben exactement. Merci. Merci les mecs. Merci, merci Sam, merci Nico. Merci donc Yann d'être venu, d'avoir pris du temps pour venir plaisir. avec nous. On se retrouve très vite pour une prochaine émission avec plein de super invités. On réinvite Nico la prochaine fois? Ouais. Mais historiquement, c'est un peu chez lui quand même. C'est un peu chez lui quand même. On sera bien obligé. Mais tu reviendras. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous suggérez. Si vous avez vous-même un petit top 3 ou un petit road trip avec quelque chose dans la boîte à gants à mettre, vous nous le dites. Et vous faites plein de commentaires. Comme d'habitude, vous connaissez ça. À la prochaine. À la prochaine. Merci à bientôt. les mecs. Ciao. Ciao.